Je vais simplement bonjour aux internautes qui nous ont rejoints et qui sont connectés sur le site internet du forum et sur la web TV. Philippe Lavaux, président du Forum pour la gestion des villes, va ouvrir cette conférence et Marie Solaire assurera, DGA du forum, la modération des travaux et présentera bien sûr notre table ronde. Je cède la parole à Philippe Lavaux, président du forum. Bien, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les membres du forum, mesdames, messieurs, c'est pour moi, en tant que nouveau président du conseil d'orientation du forum pour la gestion des villes, un honneur et un plaisir que d'ouvrir cette première conférence pédagogique dont l'idée avait, je crois, germé dans l'esprit d'Alain Richard il y a quelques semaines lors d'un conseil de gestion, ici même dans ces locaux, et bien avant que le président de la République s'exprime officiellement devant les maires réunis la semaine dernière, porte de Versailles, pour nous annoncer donc la mise en œuvre de cette loi importante concernant le statut de l'élu. Le forum garde donc le cap qui a été fixé par nos prédécesseurs d'être un espace ouvert de dialogue et de compréhension de l'action publique. L'évolution de notre société nécessite que l'on s'interroge sur ces mutations, les changements de repères, les institutions. Le forum a donc toute cette mission d'être le lieu où les regards croisés nourrissent l'action de ses membres, entreprises ou collectivités publiques. Dans un contexte de refondation de l'institution publique et de son rapport avec les citoyens, le forum doit poursuivre pleinement son rôle de décryptage, de compréhension et d'anticipation. Je crois que sur le sujet du statut de l'élu, c'est un élément très important. Car ce statut est un sujet au cœur à la fois du renouvellement de la vie politique, mais aussi du maintien de la démocratie locale, vu la difficulté que nous rencontrons parfois à convaincre certains de nos administrés de s'engager dans la vie publique. Les réformes en cours prendront-elles en compte ces dimensions pour permettre à chacun de trouver un statut cohérent et à la hauteur de son engagement local? C'est tout l'enjeu du débat que nous allons avoir avec donc les regards croisés de trois anciens ministres qui sont présents à nos côtés et deux anciens présidents du forum que je remercie de leur fidélité et de leur présence à nos côtés. En tous les cas, je voulais vous remercier chaleureusement de votre participation parce que là aussi, ça va être un grand moment d'échange, nous le souhaitons, qui fasse en sorte qu'à travers à la fois la bonne compréhension de ce que sont les élus locaux aujourd'hui et en même temps des enjeux pour demain, nous puissions à notre niveau participer au débat national. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc Marie Solaire, je suis DGA du forum, j'animerai cette table ronde aujourd'hui. Ce que je vous propose pour planter le décor et positionner le débat, c'est que chacun des intervenants, qu'on ne présente plus, présente son engagement politique et professionnel et la manière dont ils sont ou ils ont été élus locaux et qu'ils nous retracent leur expérience professionnelle. Donc un petit peu pour mettre en perspective ce débat sur les statuts des élus. Tout d'abord, je vais laisser le soin à M. Alain Richard, sénateur, membre de la commission des lois, maire de Saint-Ouen-l'Aumône, qui a été ministre de la Défense et président fondateur du forum, de nous rappeler un petit peu son parcours. Oui, c'est quand même pas la partie, naturellement, ça passionne l'auditoire, mais c'est quand même pas la partie la plus intéressante, parce que, en plus, moi, j'ai eu de la chance à toutes les étapes. Donc, il est évident que quand on est fonctionnaire, la question du statut d'élu, et a fortiori quand on est fonctionnaire d'autorité, la question du statut d'élu se pose dans des termes très différents de la généralité des élus, et je pense en particulier aux élus locaux. La seule chose intéressante que j'ai à dire sur mon parcours, c'est qu'il m'est arrivé donc à 2 reprises, en tant qu'élu local, pendant 2 ans une première fois, pendant 8 ans une seconde fois, d'être maire de la commune et de ne pas être parlementaire. Donc j'ai cessé de cumuler 2 fonctions électives et je me suis mis à cumuler une fonction élective et une activité professionnelle. Et donc j'y reviendrai d'un mot. Je pense honnêtement, je vais évidemment contre toute l'orthodoxie et contre toutes les convenances, en expliquant que la question du statut de l'élu est, à mon avis, à déconnecter de la question du cumul des mandats des parlementaires.
Mais la réalité que je dois décrire, simplement, c'est que quand vous êtes élu local, en général, vous cumulez cette situation avec celle d'un emploi. C'est tout particulièrement le cas des élus municipaux. Enfin, par exemple, dans les assemblées départementales et régionales, les gens qui n'ont que le mandat de conseiller délibérant, pour la plupart, ceux qui sont en âge d'activité, conservent une activité professionnelle. De mon point de vue, et après 30 et quelques années de fréquentation de relations cordiales et amicales avec beaucoup d'élus locaux, je considère que le centre du sujet, c'est celui-là. Après, on peut avoir des tas de raisons de se prononcer dans un sens ou dans un autre sur le droit des parlementaires d'avoir une fonction exécutive locale. C'est un débat. Honnêtement, ce n'est pas la question centrale pour les conditions correctes d'exercice de leur mandat municipal ou départemental par des élus. Et la réalité telle que je l'aperçois est que beaucoup de gens sont amenés à faire un choix des félicités parce que tous les gens qui sont non seulement dans le privé mais dans le public, dans des fonctions qui ne sont pas des fonctions de direction, ou dans le public sans disposer d'un statut de fonctionnaire complet, se pose forcément la question d'une interruption ou d'une fragilisation de leur vie professionnelle par l'exercice de leur mandat local. C'est ça la réalité de base. Faire semblant de découvrir le statut de l'élu à chaque fois qu'il y a un événement politique qui conduit à polariser, à envoyer le projecteur sur ce sujet-là, fait partie des figures imposées du discours politique vain. En réalité, le sujet est posé depuis un peu plus de 30 ans. Je me souviens d'ailleurs, moi, quand j'ai fait mes débuts à la commission des lois de l'Assemblée, il y a plus de 30 ans, c'était déjà dans les débats sur la décentralisation pendant le gouvernement de Raymond Barre. Un certain nombre de dispositions ont été introduites. Si on fait l'état des lieux, je crois qu'on peut dire que, à la condition de relever en réalité d'un statut professionnel, c'est-à-dire une convention collective, qui offre des chances raisonnables de réintégration au terme d'un mandat, le dispositif aujourd'hui permet de se mettre à temps plein et de reprendre sa carrière professionnelle après. C'est quand même jamais un choix facile. Ça suppose d'avoir une motivation pour l'exercice du mandat très forte. Cette motivation, on peut la trouver, enfin moi je fais état de mon expérience, de mon vécu dans la vie politique depuis longtemps. Cette motivation, vous la trouvez pour quelqu'un qui va être le chef de file. Quelqu'un qui va se présenter aux élections avec l'objectif d'être le leader d'une collectivité territoriale pendant un certain temps. Cette personne-là, elle se dit, bon, bah, je parcours un autre moment de ma vie personnelle, j'y trouve des formes d'épanouissement, de réalisation, et donc je suis prêt à prendre le risque. C'est un cas très minoritaire. La grande majorité des élus ne sont pas les maires, ou en tout cas ne sont pas les maires de villes importantes. Donc le sujet que nous avons en réalité, c'est dans quel cas est-il légitime et conforme à la bonne administration de la collectivité que les élus se mettent soit à temps plein, soit à un temps partiel qui, en réalité, exerce une pression préjudiciable sur leur activité professionnelle. Aujourd'hui, la réponse des textes est très partielle. C'est-à-dire que nous avons soit la possibilité de nous mettre à temps plein, avec donc le côté basculement, le côté renonciation à une activité professionnelle, avec certes des droits en fin de parcours indemnitaires qui sont significatifs. Enfin, ça veut quand même dire prendre le risque, après 6 ans, 12 ans d'exercice d'un mandat, de se dire je vais redémarrer à zéro, sauf si j'ai des chances, si vous travaillez chez Total, je suppose que vos chances d'être réintégré sont élevées. Mais toutes les entreprises n'ont pas la même permanence. Donc il me semble que le sujet principal, c'est celui-là. Tout à fait. Peut-être passer le micro à votre voisin, donc Dominique Perben, qui est actuellement donc, avocat, qui
puis a été donc député, ministre, garde des Sceaux, ministre de la fonction publique, ministre de l'équipement, il était président également du Forum, et également été maire et élu local. Donc, est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots votre parcours, votre engagement politique et professionnel en parallèle? C'est bien volontiers, par rapport à notre sujet, bien entendu. Avant d'être engagé dans la vie politique, c'est pas complètement neutre par rapport à notre sujet, j'étais dans la préfectorale pendant une dizaine d'années. Donc j'ai eu le regard extérieur, surtout à l'époque, j'ai connu la période où le corps préfectoral exerçait la tutelle sur les marchés municipaux, exerçait la fonction exécutive dans les départements. Donc vous voyez, c'est l'archéologie administrative que je fais devant vous. Donc j'ai connu cette période-là, avant la décentralisation. Et c'est intéressant de l'avoir en tête pour juger. Autrement, pour le reste, j'ai exercé, je crois, la totalité des fonctions locales qu'on peut exercer, puisque j'ai été conseiller général, conseiller régional, j'ai été maire. Mais donc la diversité des mandats exécutifs et membres des assemblées, j'ai exercé une partie de ma vie politique s'est déroulée en Saône-et-Loire, donc à Chalon-sur-Saône et dans son agglomération, et une autre partie à Lyon, donc dans une grande agglomération, avec une différence sensible par rapport à notre sujet, c'est que tous les élus dans une agglomération comme Lyon, c'est la même chose à Paris ou à Marseille, tous les élus sont rémunérés, même les membres des assemblées, l'élus de base est rémunéré. Et on y reviendra sans doute, mais ça change beaucoup de choses, en bien et en mal. C'est pas la même vie politique. Ça m'a beaucoup frappé. Donc, ce que je voulais simplement dire au cours de ce premier tour de table, je ne veux pas aborder le fond du sujet, on y reviendra tout à l'heure, mais je crois pouvoir dire que j'ai eu une vision de tous les points de vue possibles de l'exercice de la fonction de développement du territoire, de gestion des collectivités locales. Et je l'ai vu à la fois dans un terrain ville moyenne, milieu rural et grande agglomération. Cela me donne une certaine richesse d'analyse, en tout cas je l'espère. Ce que je veux simplement dire en introduction à ce qu'on évoquera tout à l'heure lorsqu'on rentrera vraiment sur le sujet, c'est qu'il faut se poser la question préalable de savoir à quoi ça sert un statut d'élu local. À quoi ça sert? Moi j'ai 5 réponses que je vous proposerai tout à l'heure, mais si on ne s'oblige pas à se poser cette question de fond, on rentre tout de suite dans des débats techniques qui sont souvent une manière de recouvrir des intérêts catégoriels ou particuliers. Et, naturellement, c'est pas une critique de ma part, mais, et je suis complètement d'accord avec Alain, ne nous laissons pas complètement obnubilés par la problématique du parlementaire exécutif. Je veux dire, moi j'ai un avis sur le sujet, d'autant plus que j'ai été pendant 20 ans député maire, et ensuite député point. Ah oui, j'ai pas fait la même chose à l'Assemblée pendant que j'étais député maire, où je faisais pas grand-chose, et pendant la période où j'étais député point, où effectivement j'étais à plein temps à l'Assemblée. Bon, c'est pas le même job. Alors quel est le bon job? Je sais pas. Peut-être faut-il qu'il y ait des deux, enfin on y viendra tout à l'heure, mais la question du statut de l'élu local c'est beaucoup plus large, je suis complètement d'accord avec toi, il ne faut pas réduire ça à la question du parlementaire. Monsieur Philippe Lavaux, donc vous êtes maire d'Angoulême, coprésident actuel du Forum, ancien conseiller régional, ancien conseiller général, vous avez fait pratiqué l'ensemble des mandats locaux. Vous avez fait le choix, par contre, vous, d'être uniquement un élu local. Est-ce que vous pouvez nous retracer également votre parcours? Mon voisin dit collectionneur, effectivement, collectionneur, mais une fois qu'on a découvert le joyau, celui du mandat de maire, on abandonne vite ses collections, et puis on se dit qu'une municipalité, une agglomération, ça comble des agendas, des journées, une vie bien remplie, bien riche et bien complète, et qu'on peut laisser d'autres prendre la place. C'est ce que j'ai fait en 2010 sur mon mandat de conseiller général, puisque je n'ai pas souhaité renouveler ce mandat après 2 mandats. Je suis rentré dans la vie politique en 1998, élu conseiller général d'opposition d'un des 3 cantons d'Angoulême.
Et j'étais enseignant, professeur de lettres et d'histoire en lycée. J'ai passé 6 ans à enseigner et à être opposant dans mon assemblée départementale et investi politiquement dans mon parti. Et progressivement, effectivement, m'intéressant au mandat local, je me suis dit pourquoi pas regarder un peu les autres mandats locaux et l'intérêt de pouvoir couvrir d'autres champs, à la fois de compétences et puis à la fois territorialement parlant, parce que dire de par ma nature provinciale, je reste un provincial très attaché à ma terre, et je me dis que Paris c'est bien de venir de temps en temps, mais effectivement quand parfois on est contraint par une fonction parlementaire d'être présent et un certain nombre de jours par semaine, c'est un peu plus compliqué d'assurer après le lien nécessaire avec la population sur le terrain, et même parfois les projets que l'on conduit. Donc 2004, je me suis représenté au Conseil général, j'ai été réélu, on m'a confié la tâche d'être le premier vice-président chargé des finances du département de la Charente, élu en même temps conseiller régional Poitou-Charentes. La présidente m'a confié la tâche du développement économique à la région Poitou-Charentes, donc 2 missions, et je me suis trouvé à une période entre le mois de mars et le mois de juillet où j'avais à la fois ma présidente et mon président qui me disaient il faut y aller, il faut pouvoir mettre en œuvre le changement, et j'avais en même temps mes élèves de terminale qui me disaient monsieur, ne nous abandonnez pas tout de suite, il faut qu'on aille jusqu'au bac, c'est au mois de juillet, il faut absolument que vous restiez avec nous. Et donc j'ai dû assumer ces trois missions de front. Je ne dis pas l'état dans lequel j'ai terminé au 14 juillet, mais c'était vraiment un état second. Et là, on prend conscience qu'à un moment donné, on ne peut pas sacrifier d'un côté des générations à travers ce merveilleux métier qui est celui d'enseignant et les mettre en difficulté, et il faut faire un choix. Et le choix, il est vite fait. À partir du moment où vous a confié une mission, le peuple vous a confié une mission, et vous choisissez de l'exercer à plein temps. Et j'ai donc mis fin à mes fonctions, alors sous forme de détachement, puisque l'Éducation nationale ouvre cette possibilité d'être en détachement. Et donc, mise en détachement de mon poste d'enseignant, je me suis consacré à ces 2 missions pour, en 2008, donc me consacrer à une nouvelle mission qui était celle de conduire les destinées de la ville d'Angoulême, et donc de prendre aussi la présidence de la communauté d'agglomération, suite à quoi, comme je l'ai dit, je n'ai pas souhaité poursuivre mon mandat de conseiller général, puisque le jour de mon élection à la mairie, j'ai bien sûr, dans le cadre de la loi sur le cumul des mandats, abandonné mon mandat de conseiller régional automatiquement, et ensuite j'avais abandonné au même moment le mandat exécutif départemental pour redevenir simple conseiller général, parce qu'effectivement dans le débat aujourd'hui, et c'est pas celui qui sera abordé aujourd'hui, mais sur le cumul des mandats, on peut très bien cumuler un mandat parlementaire et un mandat local sans pour autant viser un exécutif local tout en remplissant ses missions. Donc voilà, la problématique qui se pose, je crois, à un moment donné, c'est le choix qu'on est obligé de faire entre vie professionnelle qui est mise entre parenthèses. Alors c'est vrai, comme le disait Alain Richard, quand on est fonctionnaire, on a quand même la garantie de la reconduite de son poste à la sortie, mais quelque part, tout à la fois, on perd sa carrière, parce que là c'est autant d'années de carrière qui sont perdues et qui sont à rattraper, autant on est obligé de cotiser parallèlement à un système de retraite. Enfin moi je peux vous dire, je passais en tant qu'enseignant au grand choix, je suis passé ensuite effectivement au choix, et je n'ai pris que 2 échelons entre 2004 et 2012. Donc on voit un petit peu, j'allais dire, le ralentissement de carrière. Et si on commence jeune dans la vie publique, on a peu de chances d'arriver en fin de carrière à un niveau suffisamment élevé pour toucher une retraite décente. Donc voilà les problématiques pour, j'allais dire, un enseignant, même s'il y a la protection de l'emploi, et je le comprends. Mais l'autre problématique que je voudrais soulever, c'est celle aujourd'hui qui consiste à trouver des femmes et des hommes à parité pour conduire une liste municipale et pour participer à cette vie, sachant que, comme ça a été précisé, on le redira, hein, dans les communes aujourd'hui, c'est une enveloppe globale d'indemnité qui est proposée au conseil municipal et qui ensuite est répartie donc, au bon vouloir du maire, qui propose à son bureau et à son conseil municipal la répartition des indemnités qui sont ensuite votées. Moi, j'ai décidé en arrivant à la mairie d'Angoulême que lorsqu'on est conseiller municipal, on a des missions. Je vois, on a 32 écoles sur Angoulême, il faut siéger au conseil d'école. On a 4 lycées, il faut siéger dans les lycées. On a 6 collèges, il faut siéger dans les collèges.
J'oublie toutes les associations dans lesquelles nous sommes partie prenante et dans lesquelles il faut aussi assister donc, aux diverses réunions. J'ai donc décidé de répartir l'ensemble des indemnités, c'est vrai que ça m'est reproché, mais sur l'ensemble de mes 33 élus de la majorité, d'abord, et de dire, in fine, ce qui restera reviendra au maire. Et donc ça permet d'avoir des conseillers municipaux, représentants du maire avec une délégation qui siège en tant que telle et qui sont rémunérés, indemnisés minimum de, je crois, c'est 170 € net qui doivent avoir d'indemnité chacun, des conseillers délégués qui, eux, ont à peu près 500 €, et des adjoints qui, eux, ont 1000 €, 12 adjoints qui ont 1000 €, le reste, j'allais dire, de l'enveloppe, donc la partie restante étant dévolue au maire. Mais ça soulève une vraie problématique aussi de différenciation, d'indemnisation des élus communaux en fonction donc, du bon vouloir du maire dans les communes. Mon prédécesseur n'avait que 6 adjoints et 5 conseillers délégués et le reste de l'enveloppe n'était pas consommé. Donc c'est aussi un choix stratégique qui est fait, un choix politique qui est fait dans une municipalité, mais qui ne garantit pas partout l'investissement égal des conseillers municipaux. Moi, les miens, ils ont délégation, donc dans ce cadre-là, ils représentent le maire, et donc dans ce cadre-là, doivent assumer la mission qui est la leur. Donc cette problématique-là aussi, je pense, au niveau des communes, est une problématique importante, là aussi pour qu'on ait l'égalité sur le territoire, et qu'on puisse, là aussi, eh bien, indemniser celles et ceux qui laissent tout ou partie de leur travail pour se consacrer à leur mandat municipal d'une façon ou d'une autre, parce que là aussi, même si le mandat ouvre droit à certains jours de congé, il ne couvre jamais l'ensemble des moments qui sont utilisés pour l'exercice du mandat. Voilà pour mon expérience. Merci. En dernier, donc je propose de présenter Laurent Hénard, qui est adjoint au maire de Nancy, qui a été député et secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle et de l'insertion, et qui n'a pas encore été président du forum, c'est le seul à cette table. Je vais vous laisser par contre vous présenter. Vous êtes actuellement avocat, vous présenter la manière dont vous articulez vos mandats et votre vie professionnelle. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc moi je suis issu du secteur privé. Je travaillais comme juriste d'entreprise avant d'être élu député. Donc j'ai développé mon mandat local à partir de 1995 en même temps qu'un travail privé. Et puis, ayant été battu aux législatives de 2 juin dernier, il a fallu que je renoue avec une activité professionnelle tout en conservant un mandat local, avec en plus la pratique d'un mandat local que permet le fait d'être député pendant presque 2 ans de passage au gouvernement, qui vous donne quand même une force de frappe. Enfin, il y a une permanence, il y a des collaborateurs, il y a une liberté d'organisation, il y a des rapports particuliers avec les services de l'État, et puis il y a forcément aussi une autorité particulière sur les services des collectivités dans lesquelles on travaille. Moi, je voudrais faire seulement 3 remarques. La première, c'est que le statut, comme vous le disiez d'ailleurs, est vraiment bricolé. J'ai consommé les charmes des autorisations d'absence, des crédits d'heures, et très honnêtement, à moins d'avoir un employeur complaisant, c'est très compliqué d'exercer vraiment un mandat. J'ai été conseiller délégué, puis adjoint au maire, donc, mais avec la volonté d'exercer ma délégation, c'était jeunesse et vie associative comme conseiller, et comme adjoint, j'ai été chargé de la culture et de la jeunesse. Très objectivement, l'entreprise était locale, elle était enracinée, ils avaient le souci de comprendre que certains cadres pouvaient participer à la vie des collectivités. Néanmoins, c'était franchement tiré par les cheveux. Donc on a vraiment un système sur le cumul activité professionnelle, mandat local. Je parle bien que du mandat local. Je pense que pour le mandat national, les choses se résolvent beaucoup plus facilement. Et je suis d'accord, le cumul n'est pas un drame, la fin du cumul n'en sera pas un non plus. Donc, moi, je me concentrerai sur le mandat d'élu local parce que c'est ce qui est à parfaire. La première remarque, c'est que le dispositif actuel, Code général des collectivités, Code du travail, franchement, peut-être pas minimaliste du point de vue de l'employeur, par rapport à l'impact que ça peut avoir dans l'organisation du travail, mais très minimaliste pour l'animation d'une équipe d'élus, essentiellement d'élus municipaux. Je pense sincèrement dans les conseils généraux et régionaux, le problème se pose moins, il y a des grosses administrations, il y a peu d'élus, ils sont bien indemnisés.
puis quand on veut se cacher de l'électeur, au département ou à la région, c'est beaucoup plus compliqué à la mairie. Deuxième remarque, c'est le retour au bercail. Enfin, là, vous êtes franchement avec une cible dans le dos. Politique, soit vous êtes reconnu comme un bon politique, mais c'est très ennuyeux à ranger quelque part. Parce que forte personnalité, des amitiés mais des inimitiés, et tout est lu négativement. Vos amitiés, ce sont des passe-droits, vos inimitiés, ce sont des rancunes tenaces mais objectives. Donc à la fin, c'est un peu compliqué. Le carnet d'adresse perd beaucoup en feuilles, et c'est finalement pas si simple que ça de reprendre les choses. Je le dis d'autant plus librement que moi j'avais un employeur qui, pendant 10 ans, m'avait conservé en disponibilité, ce que la loi ne lui permet pas. Donc je ne peux pas mettre en cause la volonté de l'employeur. Vous savez, sûrement, je pense qu'au bout d'un mandat parlementaire, votre disponibilité tombe. L'employeur peut vous mettre en obligation d'opter, sauf si vous êtes bien sûr fonctionnaire. Mais dans le Code du travail, donc pour l'essentiel des travailleurs français, vous pouvez vous retrouver au bout de 5 ans, 6 ans comme sénateur, dans l'obligation d'opter. Et là, j'avais un employeur qui n'avait pas fait, qui m'a recontacté au lendemain des élections législatives et qui a essayé de regarder comment c'était possible. Et c'était très compliqué. Enfin, soit je faisais une croix complètement sur mon activité politique, et je pouvais partir à Paris, à Luxembourg, bref, là où les centres de décision de l'entreprise que j'avais connue il y a 10 ans avaient été déplacés, et je pouvais trouver des responsabilités correspondant à ce qu'à l'époque j'exerçais, majoré de mon expérience, si je puis dire. Mais à Nancy, c'était quasiment insupportable, quoi. Il n'y avait plus la possibilité de bien intégrer les choses. D'où mon choix de passer en profession libérale et en enseignement, puisque pour un bout je suis avocat et pour un bout j'enseigne comme professeur associé en faculté. Mais c'est juste pour dire que là, il n'y a pas eu de mauvaise volonté, ni de ma part, j'avais un bon souvenir de mon employeur, ni de mon employeur. Mais que le reclassement n'a pas été possible. Parce que l'économie bouge beaucoup plus vite que la durée des mandats, et qu'un mandat échu, et vous pouvez retrouver un employeur qui n'a plus du tout la même physionomie, le même squelette, la même organisation. Puis la troisième remarque, c'est le nombre. Je pense qu'il faut effectivement aller beaucoup plus loin sur la disponibilité, on peut appeler ça le créditeur, les autorisations d'absence, peu importe, on bougera le nom, je pense, mais la disponibilité quand vous conservez votre activité professionnelle et vous exercez un mandat, il faut sûrement aller plus loin là-dessus, aller plus loin sur la formation, vous voyez bien l'impact. L'économie, globalement, ne pourra pas supporter plus de 500 000 élus municipaux. Donc là, il y a un vrai sujet sur le nombre d'élus qui va revenir. Plus on va vouloir de manière intelligente, voilà, à moins que tout le monde passe fonctionnaire, mais là c'est les comptes de l'État et des collectivités qui vont avoir du mal à supporter la charge. Mais globalement, soit on garde ce statut, qui est un statut un peu Ikea, quoi. Je veux dire, il faut bricoler son truc. On le voit bien d'ailleurs dans le crédit d'heure, le maire peut majorer de 30% le crédit d'heure dans la commune, par exemple. À Nancy, ça n'avait jamais été fait parce qu'il n'y avait jamais un salarié du privé qui avait demandé à un maire de majorer. Il se trouve que le maire voulait que je fasse du travail, j'en suis proche politiquement, on a majoré de 30% de crédit d'heure. Enfin, c'était fait pour ma pomme quand même, vous voyez ce que c'est un peu surréaliste, quand on regarde ça de loin, c'est un peu surréaliste. Donc, il va falloir évidemment entrer dans un statut qui permette le cumul, puis l'éventuel retour. Le seul problème, c'est que le nombre d'élus locaux qu'on a, je parle bien d'élus locaux municipaux, parce que le problème se pose sur les communes et les communautés. Il ne se pose pas, je pense, sur les départements et les régions, en tout cas beaucoup moins. Ce ne sera pas supportable sur le nombre d'élus aujourd'hui envisagés. Donc là, il y a un vrai sujet, puisqu'on va parler des réformes, ça permet de conclure le propos et de passer à la suite, mais il y a un vrai sujet qui croise du coup pas le problème du cumul ou du non-cumul, qui je crois sincèrement est un problème passé, c'est une question de temps. Mais croise vraiment le sujet de la réforme des collectivités et du pouvoir local, de la vision qu'on a des territoires, du nombre d'élus qu'on pense pouvoir y mettre. Plus on en met, plus c'est sympa parce qu'on est nombreux, mais plus on en met, moins ils ont un statut et moins les choses sont claires dans l'exercice de leurs fonctions. Et plus effectivement les maires et présidents de communautés s'arrachent les cheveux à essayer de trouver dans la durée les moyens d'une équipe dynamique. Parce qu'au début c'est sympa, c'est tout feu tout flamme, puis ensuite le choc entre le concret du mandat et la réalité professionnelle s'exerce. Et les réalités reviennent et les arbitrages sont à rendre. Alors évidemment, chacun rend individuellement son arbitrage. Et le trait commun de toutes les expériences rapportées, c'est que vous avez dû remarquer, chacun vous a parlé de son arbitrage personnel. Voilà. On a aujourd'hui, c'est à mon avis ce qui prouve qu'il n'y a pas un vrai statut. Il y aura un vrai statut,
on confronterait une pratique. Là, on ne confronte pas une pratique, chacun dit à un moment donné, j'ai dû faire un choix cornélien, voilà l'arbitrage que j'ai rendu, j'ai posé la bête sur la table, j'ai coupé la hache comme ça. Et je crois que ça montre les limites d'un système qui s'est construit, qui bien sûr apporte une série de réponses, mais qui n'est pas adapté à ce qu'aujourd'hui la loi confie comme pouvoir aux collectivités, et surtout ce qu'on attend de nos concitoyens. Merci. Donc c'est une très bonne transition justement pour rentrer dans le débat. Je pense qu'Alain Richard nous en a déjà un petit peu donné un avant-goût. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel est le cadre légal actuel du statut des élus locaux et les perspectives des réformes en cours par rapport aux différentes annonces du président de la République, des diverses commissions, la commission Jospin et des divers travaux qui sont en cours depuis l'élection de notre nouveau président de la République? Oui, là c'est la question de cours. En gros, aujourd'hui, ce qu'on appelle statut de l'élu, et en effet, je pense que ce serait intéressant d'écouter Dominique pour présenter un peu les différentes facettes de ce qu'on appelle statut de l'élu. Pour l'instant, moi je me borne à la question vie professionnelle et exercice du mandat local. Vous avez un dispositif de crédit d'heures, avec des limites quant au nombre d'heures. Dans mon souvenir, le maximum, c'est, si je ne me trompe, 4 semaines par trimestre. Et des limites quant au montant indemnisé. Et ça se calcule par rapport au SMIC, et ça ne va pas très haut par rapport au SMIC, ce qui veut dire que le sujet pour les gens qui ont des rémunérations à partir de 3 ou 4 fois le SMIC, on est dans l'impasse. Il y a ensuite un dispositif, naturellement, d'indemnité qui progresse en fonction de la strate démographique de la collectivité, qui se cumule, ça c'est un petit sujet, c'est un sujet dans l'angle mort du débat politique sur le cumul, qui est que du fait de du caractère assez luxuriant de notre dispositif administratif local, il n'est pas extraordinairement difficile d'avoir 4 ou 5 indemnités d'exercice d'une fonction élective locale. Parce que vous pouvez être vice-président d'un syndicat spécialisé, vous pouvez être vice-président d'une communauté de communes ou d'agglomération, et vous pouvez être administrateur d'une société d'économie mixte. C'est la raison pour laquelle moi j'ai mis du temps à comprendre que ça avait une réalité pratique. C'est la raison pour laquelle il y a un dispositif de cumul, de plafond de cumul indemnitaire, qui est situé à 8 000 € par mois. Donc, les premiers temps, je me suis dit, ça doit jouer pour 10 personnes en France, ce truc. Je m'étais trompé de plusieurs zéros. Donc, on a ce sujet de l'empilement de petites indemnités correspondant à des fonctions purement locales en constellation, en quelque sorte. Et puis, on a le sujet, donc, de quelle est la situation des gens qui se mettent à temps plein. Et pour moi, c'est un peu le cœur du sujet. Et qui va, en effet, moi je rejoins une partie de ce que dit Laurent, qui va avec l'importance des fonctions. Et effectivement, moi, dans l'idéal, je souhaiterais que le maire d'une commune de 3 000 habitants et vice-président d'une communauté de communes de 20 000 puisse se mettre à temps plein. Parce qu'il vaut mieux qu'il en ait la liberté. Est-ce que ça a une nécessité concrète? En même temps, la charge effective de travail dépend d'abord beaucoup de la définition que chacun en donne, et de comment il répartit avec les agents publics, avec les fonctionnaires. Et deuxièmement, ce que je sais par expérience, c'est qu'elle est quand même pas proportionnelle à la population. Parce que, évidemment, quand vous êtes maire d'une commune de 3 000 habitants, et que vous occupez une part de responsabilité dans une communauté de petite taille, vous faites beaucoup plus de choses vous-même, et vous avez beaucoup moins de personnes sur qui vous appuyez, de personnes qualifiées sur qui vous appuyez. Donc, on a ce sujet-là. C'est qu'aujourd'hui, en réalité, si vous mettez à temps plein, et si vous êtes dans des petites collectivités, il faut cumuler plusieurs fonctions. Sinon, vous plafonnez rapidement à 1500 ou 2000 €, ce qui est... si vous aviez une profession auparavant qui vous a gagné plus, c'est simplement impossible. Donc le statut, il est celui-là. Je fais une brève parenthèse, on n'y reviendra peut-être pas. Il y a à mon avis un autre élément qui contribue pas mal aux prises de position des personnes quand on leur demande de s'engager dans un mandat local,
c'est la question de la responsabilité juridique. À mon avis, cette question est assez largement résolue. Je pense qu'aujourd'hui, la personne qui risque une mise en cause du fait de décisions qu'elle prend dans l'exercice d'une fonction locale est correctement protégée, d'une part parce qu'il y a un dispositif légal spécial qui figure dans le code pénal et qui donc exonère d'une partie de la responsabilité pénale du fait de ce qu'on pourrait qualifier de négligence, et d'autre part parce qu'on a tous, pour des sommes modiques, l'assurance personnelle qui nous assure une protection juridique parfaitement convenable. Mais c'est tout de même, c'est pas tellement le fait que cette responsabilité virtuelle existe, c'est que le bruit de fond de la société, c'est une intensification du nombre de procès et des causes de procès qui sont, pour les gens qui ne sont pas juristes, et même pour ceux qui le sont d'ailleurs, quelque chose qui est en soi-même stressant. Et donc le statut de l'élu tel qu'on le pratique, si vous voulez, c'est cette affaire, en gros, décharge de travail avec une indemnisation limitée, autorisation de se mettre à temps plein avec des droits à la sortie et indemnité proportionnelle, enfin progressive avec l'importance de la collectivité. Merci. Justement, par rapport à cette question, les enjeux d'un statut d'élu, c'est justement de répondre à un certain nombre de, comme vous l'avez rappelé, monsieur Perben, finalement, c'est de pouvoir garder et pouvoir trouver et recruter des personnes qualifiées, des hommes, des femmes qui, comme vous l'avez dit hier, n'appauvrissent pas la classe politique, si je reprends le mot. Il n'y a aucune allusion. Est-ce que vous pourriez nous donner vos 5 pistes qui permettent justement de... Oui, moi j'essaie de me poser cette question parce qu'on est souvent, comme toujours, le nez dans le guidon et un peu perdu au milieu de tous les dispositifs techniques. Et il n'est pas inintéressant dans le groupe que nous constituons aujourd'hui de se dire, au fond, à quoi ça doit servir. D'abord, je pense que le premier objectif, c'est celui qui a présidé à la mise en place progressive de nos démocraties, c'est de faire en sorte que l'ouverture de la classe politique soit pour tout le monde. Et ça a été la grande différence entre, je dirais, les régimes à suffrage censitaire, où seuls les gens riches non seulement pouvaient voter, mais en plus seuls les gens riches pouvaient exercer des fonctions politiques, qui étaient en général non rémunérées. Il fallait avoir une fortune personnelle pour exercer des fonctions politiques, voire même des fonctions administratives. Il était bien difficile d'être conseiller d'État ou ambassadeur si on n'avait pas quelque argent à titre personnel, ou si on n'avait pas une femme riche, d'où des tentatives sur le marché importantes. Deuxième objectif, et ça c'est, je pense que c'est pour aujourd'hui et pour demain un vrai sujet, c'est comment faire venir dans la classe politique les femmes et les hommes de la meilleure qualité possible. Compte tenu de ce qui a été dit par les autres orateurs, la difficulté d'assurer la compatibilité entre une vie professionnelle, surtout quand elle est réussie, et des engagements politiques, c'est vraiment un sujet. Et il me semble, pour être engagé dans la vie politique depuis 30 ans, avoir été engagé pendant 30 ans plutôt, je ne le suis plus aujourd'hui, et avoir exercé avant pendant une dizaine d'années des fonctions dans l'administration territoriale, je pense que c'est une question qui est de plus en plus difficile. Et je constate, comme vous sans doute, qu'à l'occasion en particulier des élections municipales, il devient parfois difficile de constituer des listes avec la diversité, la richesse, l'expérience qu'un chef de file peut vouloir rechercher. Bon, c'est pas le hasard, sans compter que dans les petites communes rurales, on a parfois pas de candidat 8 jours avant le premier tour. Bon, et ça va devenir de plus en plus la question. Donc on voit que ce problème n'est pas anodin. Ensuite, il y a évidemment la diversité professionnelle et culturelle. Moi, je suis typiquement le mauvais exemple de l'administration, issu de l'administration, en détachement pendant toute ma vie politique, avec la possibilité de cumuler 2 retraites. Enfin, c'est un système, bon, c'est pas honteux d'être privilégié, mais je reconnais volontiers que j'ai été, pendant toute ma vie politique, privilégié en termes de sécurité
et en termes de préparation à la retraite, qui est un autre sujet qu'on n'a pas été évoqué peut-être aussi directement, qui me paraît un point très important. Compte tenu de la baisse de niveau de vie que génère de toute façon l'arrivée à l'âge de la retraite, il me paraît très très important que pour ceux qui ont consacré une partie de leur temps professionnel à autre chose qu'à leur métier, et qu'il puisse y avoir une vraie compensation au niveau de la retraite. Autre sujet qui me paraît préoccupant aussi, c'est le maintien de la communication entre vie économique et sociale et vie politique. J'évoquais tout à l'heure ma deuxième expérience politique, si je puis dire, dans l'agglomération lyonnaise, où la classe politique est beaucoup plus professionnalisée que la classe politique que j'avais connue en Saône-et-Loire, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, où la totalité des élus, même le conseiller municipal de base, est rémunéré. Cela a pour effet d'amener la plupart des femmes et des hommes élus à vouloir être réélus. C'est naturel. En tout cas, il y a une incitation plus forte. Lorsque vous avez à faire l'arbitrage entre une vie professionnelle plus libre, je dirais, plus confortable, ou le maintien en même temps d'un mandat gratuit, c'est pas la même chose si le mandat n'est plus gratuit. Enfin, l'arbitrage peut être différent. Et on a, moi je l'ai observé, un moindre renouvellement de la classe politique dans ce contexte-là. Il me semble, mais je suis extérieur à la vie politique parisienne, il me semble que sur Paris, il y a peut-être un phénomène de ce type. Je mets un point d'interrogation. Autant j'ai vécu l'exemple lyonnais, je n'ai pas vécu l'exemple parisien, donc je ne veux pas porter de jugement hâtif. Mais donc attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un inconvénient et un avantage. Bien sûr, il faut des indemnités en contrepartie d'un travail effectif. Il faut que cette indemnité soit à un niveau satisfaisant si on veut amener des gens de bon niveau dans la classe politique, mais en même temps, attention au phénomène de professionnalisation de la vie politique. Et dernier point, le cinquième objectif qui me paraît devoir être poursuivi, et les cinq, je dirais, de manière un petit peu concomitante, c'est l'indépendance de l'individu par rapport au parti. Alors pourquoi? Je n'ai pas une défiance particulière à l'égard de quelque parti politique que ce soit, mais pour avoir été engagé dans la vie politique pendant 30 ans, je pense que le renouvellement de la classe politique, le renouvellement en qualité, le renouvellement en imagination, peut parfois devenir contradictoire avec un poids trop fort des partis politiques. Le financement de la vie politique, qui a été une très bonne chose, a renforcé d'ores et déjà le poids des partis politiques par rapport à celles et ceux qui adhèrent à ces partis. Pour autant, il faut qu'une démocratie vive, et pour qu'elle vive, il faut qu'il y ait des espaces de contestation, de remise en cause, de renouvellement, d'évolution. Alors, la plupart des partis arrivent à le faire, mais attention que notre système de gestion de la vie locale, la définition du statut de l'élu local, le système des cumuls, cet objectif a plus à voir, j'en conviens, avec les règles sur le cumul qu'au statut proprement dit de l'élu local. Mais attention, moi je le dis en passant, peut-être l'évoquons-nous tout à l'heure, un ministre qui n'a plus de mandat local du tout, ce qui est la proposition Jospin, ou un parlementaire qui n'a quasiment plus, alors il faut voir quel sera finalement le texte de loi, mais qui n'a plus d'ancrage local du tout, c'est un homme qui est entièrement pieds et poings liés avec son parti. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Moi personnellement, je pense qu'il faut être prudent, parce que ça veut dire que son investiture à venir, elle ne dépendra plus que de son parti politique, et absolument plus de son ancrage local. Il faut y faire, je pense, très attention. Moi, je n'ai plus aujourd'hui d'engagement politique. J'ai toujours la même fidélité politique, mais je n'ai plus de rôle politique. Je dis cela donc sans aucune espèce d'intérêt personnel, mais je pense que c'est dit. Voilà ces 5 objectifs que me paraissent devoir être respectés. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme l'a dit Alain très, très justement, qu'il faut, je crois, fondamentalement travailler sur le maintien et les conditions du maintien de l'activité politique avec l'activité professionnelle.
Ça me paraît être le cœur du sujet. Ou à certains moments, lorsqu'on va à des fonctions de type, comme notre président actuel, maire, président de communauté, bon là, à ce moment-là, j'ai compris ce que se fait, c'est-à-dire le passage à plein temps, mais pour beaucoup d'adjoints au maire, ou vice-présidents de département, ou vice-présidents de région, et à plus fortiori des conseillers municipaux, régionaux ou généraux, je pense qu'un système permettant le maintien de l'activité professionnelle et l'activité politique doit être améliorée. Et là, je pense qu'il y a tout un champ d'investigation, d'amélioration à faire. L'indemnisation à un niveau satisfaisant, moi je dois dire, un peu comme de Ronfrit, comme on dit, lorsque j'entends qu'un parlementaire demain devra, même s'il a un mandat local, devra avoir son indemnité parlementaire, point. Est-ce que vraiment je dis les choses comme je le pense? Est-ce qu'on pense durablement, sur 20 années ou 30 années de vie politique, être sûr d'avoir les femmes et les meilleurs, les femmes et les hommes les meilleurs, en plafonnant maximum à 5 000 € par mois les rémunérations de ces gens-là, ayant des responsabilités de président de commission des lois, à titre de petit exemple, ou d'autres responsabilités. Enfin, c'est pas ça que demandent les Françaises et les Français. Quand les Françaises et les Français, ils demandent que les rémunérations correspondent à un vrai travail. Mais ils ne demandent pas l'alignement sur le possible. Quant au cumul l'indemnité parlementaire avec les autres indemnités, j'ai fait la même découverte qu'Alain Richard. J'ai été pendant 7 ans, ces 7 dernières années, conseiller général du Rhône. Nous étions quelques parlementaires dans l'Assemblée. J'étais convaincu que nous étions les seuls écrétés, parce que ça s'appelle comme ça, nous étions écrétés. Mais pas du tout. Dans la salle, il y en avait au moins une vingtaine qui étaient écrétés, qui évidemment ne le disaient pas. Mais c'était toute une série de conseillers généraux qui étaient présidents, vice-présidents, machin truc, de tout un tas de boutiques plus ou moins connues d'ailleurs, mais qui étaient indemnisés et qui étaient effectivement à 1,5 fois l'indemnité parlementaire. Voilà, je pense qu'il faut tout mettre sur la table parce que sinon on a un débat trop hypocrite. Moi je pense qu'il n'y a rien de scandaleux à effectivement avoir un système de rémunération qui correspond à 1,5 fois l'indemnité parlementaire, tu le rappelais tout à l'heure, c'est 8 000 € par mois, mais il n'est pas absolument nécessaire de l'interdire aux parlementaires. Je ne le suis plus, donc j'en parle avec une certaine décontraction. Je pense que sur le cumul, un mot, on n'en reviendra peut-être pas, je pense que sur l'affaire du cumul pour les parlementaires, il ne faut pas être doctrinaire. Autant l'expérience qui a été la mienne m'amène à penser qu'on ne peut pas être effectivement parlementaire avec l'exercice de la fonction à plein, je dirais, et patron d'un gros exécutif, département, région, ville, un peu important. C'est vrai que c'est très difficile, parce que la caractéristique du mandat municipal, c'est qu'il n'est jamais fini. On ne sort jamais du bureau, en fait. Et donc, on est constamment boulotté par la mairie. Ça ne finit jamais. Si on ne se dit pas dimanche à midi j'arrête, dimanche à 16 h on y est toujours. Bon. J'ai connu ça. Donc ça bouffe le mandat parlementaire, c'est évident. Bon. Et quant au ministre qui serait interdit de faire quoi que ce soit d'autre, y compris des conseillers municipaux, je dois avouer que j'espère que la majorité ne se laissera pas tenter par une telle absurdité. Je crois que Guy Régis a une réaction. Non, je voulais simplement ajouter un point sur les parcours de nos présidents et élus, en y ajoutant la petite touche, celle de Patrick Lucas, chef d'entreprise, qui plusieurs fois dans sa carrière s'est posé la question de savoir s'il était opportun ou pas de rentrer en politique. Il a eu des sollicitations, je parle sous le contrôle de nos discussions qui sont ouvertes et que j'ouvre à vous aujourd'hui. Je comprends son analyse puisque je l'ai moi-même partagé en tant que d'abord enseignant, j'ai enseigné pendant quelques années à Paris 1, j'ai ensuite été dans le secteur privé. Et c'est là où les ennuis commencent pour l'action politique ou l'action publique. Le secteur privé reconnaît assez mal l'engagement politique, fût-il soir et week-end, puisque en général l'engagement politique est souvent soir et week-end. Et il est très consommateur.
Les entreprises, que le disait Laurent Hénard tout à l'heure, ont une vision plutôt favorable. Elles respectent la décision publique, elles respectent les mandats d'élus, elles comprennent bien l'utilité, puisqu'il faut bien des cadres réglementaires pour pouvoir agir. Mais elles acceptent assez mal que vous partagiez votre temps et que vous passiez une partie de votre temps de votre contrat de travail, celui qui vous lie à l'entreprise, celui qui contractuellement dit que vous consacrez, et pour les cadres qui sont les plus importants dans l'entreprise, le hors-temps, c'est-à-dire être cadre supérieur dans une entreprise, ce n'est pas travailler 35 heures. C'est probablement comme un maire consacrer beaucoup plus de temps que cela, parfois le double, à l'action auprès de cette entreprise. Donc il y a là, en complément de vos expériences diverses et fort intéressantes, il y a là un élément complémentaire qui est l'ouverture des métiers de décideurs publics, d'élus locaux ou de responsabilité nationale, à des hommes et des femmes qui sont issus du secteur privé, qui n'en ont bien sûr pas toujours envie, mais qui parfois en ont envie et seraient prêts à s'engager, mais qui, pour être recrutés, ont besoin d'un cadre, d'une rémunération. Dominique Perben le rappelait, oui, d'une rémunération, parce que cadre supérieur dans un grand groupe, certains ici en font partie, vos rémunérations peuvent dépasser 4 ou 5 000 euros par mois, et elles ne sont pas volées, elles correspondent à l'engagement, à votre formation, à votre performance. Et donc là, il y a toute une passerelle qui aujourd'hui n'existe pas et qui rend finalement la vie politique un peu monochrome, sans provocation aucune. Vous faites partie, et indirectement, de corps qui sont bien organisés, où les études sont bien lissées, Sciences Po, ou les études d'avocat, ou les études d'économie, qui permettent ensuite d'avoir cette ouverture intellectuelle à la fonction de la gestion publique, et quelque part une forme de reproduction d'un modèle qui, si pour le cas, comme Duperman le dit, devient un modèle moins vertueux sur le plan financier, moins vertueux sur le sens de la responsabilité, risque de se paupériser et de s'appauvrir. Ça, c'est un risque important. Quelle place la nouvelle loi peut-elle donner à des hommes et des femmes qui sont issus d'autres secteurs que le secteur public? C'est une question que nous nous posons tous et que nos membres, nos internautes se posent aussi. Alain Richard, je veux réagir. Oui, pardon, j'ai oublié de répondre sur les projets législatifs. C'était malheureusement freudien parce qu'il n'y en a pas. Le sujet, il est ce qu'on a tous décrit, c'est-à-dire quand même une série de dilemmes en réalité. Et la commission Jospin a un beau rôle puisqu'elle parle uniquement des fonctions nationales, donc elle dit vous ne pouvez pas, on préfère que vous ne soyez pas parlementaire et élu local. Ce que ça change pour les élus locaux n'est pas son problème. Donc il n'en parle pas. Et le président de la République sait très bien que ce sujet existe, il le connaît tout aussi bien que nous. Donc il a estimé devant des réunions d'élus locaux à 2 reprises, aussi bien quand il est venu aux États généraux du Sénat que quand il est venu à l'Association des maires de France, qu'il fallait dire quelque chose sur le sujet. Donc il a dit on va faire des progrès sur le statut. On a tous des fonds de dossier sur le sujet. Il y a eu X études du Sénat, naturellement, parce qu'on est directement confronté à ça. On retombe toujours sur les mêmes sujets. Et donc, on va tourner en particulier. Alors, s'il y a un sujet qui intéresse beaucoup, enfin, qui dit quelque chose d'ailleurs sur l'état des mentalités, c'est qu'on a une demande de plus en plus forte des maires pour qu'il n'ait pas à présenter, puisque ça fait partie en plus des choses quand vous arrivez au conseil municipal, qu'il n'ait pas à présenter au conseil municipal la proposition du montant de leur indemnité. Donc la loi prévoit déjà ça pour les communes de moins de 1000. Dans les communes de moins de 1000, on ne soumet pas au conseil municipal la délibération sur le montant de l'indemnité du maire. On applique d'office l'indemnité maximum du barème, qui d'ailleurs n'est pas... ça pourrait être, je ne sais pas, 600 €, 700 €, tout comme ça. Mais il y a des tas de collègues qui nous disent sinon il faut vraiment qu'on argumente devant le conseil. Des gens qui disent pourquoi tu ne descends pas à 400 €. Et donc, je sais que les lois, enfin il va y avoir un peu d'agitation législative. Dans les lois qui vont venir, on va nous proposer de dire peut-être jusqu'à 1 million d'habitants, c'est le maximum qui s'applique, donc le maire a toujours le droit, s'il le veut, de proposer au conseil de voter moins, mais il n'a pas à être demandeur vis-à-vis du conseil. Mais en réalité, il n'y a pas
pas de dispositif tout prêt pour améliorer, pour instaurer un statut cohérent des luttes, parce que les contradictions dont on a parlé subsistent, et qu'en particulier, quand on voit l'évolution de la vie professionnelle, de se mettre à temps partiel pour faire autre chose pendant une activité professionnelle est une opération de plus en plus périlleuse. C'est ça le cœur de l'affaire. Merci. Je crois que Laurent Aner voulait réagir également sur ce statut. Oui, deux mots d'abord de me permettre de bien dresser tout ce qui fait le nœud gordien du débat autour du statut de l'élu. Enfin, s'il faut retenir une priorité, c'est quand même exercer le mandat. Notamment pour les élus locaux, la vraie difficulté, elle est là. Elle est à un moment donné de trouver les moyens, notamment évidemment en temps et en disponibilité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parfois, un coup de fil, pas très long, permet d'intervenir en temps utile pour un élu municipal et de faire rapidement ce qui, si on laisse dégénérer le problème, mettra du temps à être résolu et surtout donne une satisfaction aux usagers, aux citoyens, à ceux qui vous saisissent. Donc c'est pour ça que je mets la disponibilité à côté du temps réservé. Pas tout à fait la même chose. Après, c'est si le coup de fil consiste à dire oui. Mais l'exercice du mandat est le sujet, à mon avis, prioritaire. Parce que c'est ce qui fait dire les difficultés d'exercice du mandat. D'abord, c'est ce qui fait dire au maire que c'est compliqué de trier le bon grain de livret sur la durée d'un mandat, de 2 mandats, de 3 mandats. Et très bien le débat dans lequel on rentre. Moi, Nancy, on a le même problème de toutes les instances, par exemple, du milieu scolaire et associatif, où la ville doit être représentée. Quand on sait les difficultés qu'il y a à trouver du temps par rapport à son employeur, comment distinguer l'élu municipal de bonne foi de celui de moins bonne foi, voilà. À mon avis, c'est vraiment la priorité des priorités. Le facteur temps est essentiel. On va retrouver, je le dis, le problème du nombre d'élus. Dans les autres pays européens où le facteur temps est beaucoup mieux géré, il y a évidemment beaucoup moins d'élus à assumer par la collectivité. Le deuxième sujet, c'est ce qui a été dit sur les partis et la professionnalisation. Si on veut éviter ça, je pense qu'il faut à fond jouer la carte du statut communal et communautaire. Je pense que c'est perdu pour les élus nationaux. Le quinquennat enclenche une logique où la législative est la réplique de la présidentielle, où ça va entraîner derrière des systèmes de filtrage de plus en plus importants pour les sénatoriales, et les européennes sont déjà un scrutin de liste à la main des partis. À la rigueur, la seule chose qu'on puisse faire, c'est peut-être donner un peu plus de diversité politique en allant le plus loin possible dans la proportionnelle. Mais je crois sincèrement que le mythe du parlementaire enraciné est terminé, parce que le pauvre qui s'enracine en sera bien mal payé. Non mais le temps qu'il va passer à faire un boulot de terrain de diable, ça va lui bouger 3 points. 2, 3, 4 points s'il est génial. C'est exactement ce que je me suis dit quand je me suis fait battre en 93. Donc, bien sûr, il faut le dire, mais Dans les deux points, est-ce qu'on doit conseiller? Dans les 2 points, il y a 150 députés quand même. Oui, d'accord, mais néanmoins, puis de toute façon, on voit très bien que, enfin, je veux dire, on a fait le choix du quinquennat ensemble, quasiment. C'était une réforme qui semblait consensuelle, en tout cas qui n'opposait pas un parti et une famille politique à une autre. Mais derrière le quinquennat, il y a le fait que les législatives maintenant se déroulent systématiquement dans la foulée de la présidentielle, ce qui n'était pas le cas avant. Avant le quinquennat, 2 élections législatives sur 3 étaient déconnectées des présidentielles. C'était un objet politique en tant que tel. Une dissolution. Et ça faisait du Parlement un objet politique en tant que tel. Aujourd'hui, ça en fait forcément une chambre d'écho. Alors on peut avoir des discours, mais de toute façon, comme les Français ne sont pas prêts à renoncer à la simplification ultime du suffrage universel direct pour choisir le président, avec un système à 2 tours qui fait que ça se termine en match de boxe, ce qui est bien loin de la subtilité de la société actuelle, mais bon, c'est comme ça. Je crains hélas qu'on n'empêche pas l'emprise des partis politiques sur les mandats nationaux et que le seul espace de respiration qui nous soit donné soit sur la vie politique locale. Raison de plus de faire porter pour l'essentiel le travail sur le statut d'élu local. Alors bien sûr il faut entendre le département, bien sûr il faut entendre la région, mais la vraie difficulté, mais elle est retracée au travers de tous les témoignages, elle est pour les élus qui dans les communes et les communautés veulent exercer des responsabilités, d'en trouver le temps, de ne pas y laisser leurs droits sociaux, de ne pas y laisser leur retour à vie active pleine le jour où le parcours politique s'arrête, d'avoir la capacité, quand il le faut, de se former, parce que tout le monde n'est pas forcément formé au droit public, il y a une journalisté.
Et je pense que là, il y a, s'il faut retenir une priorité, c'est celle-là. Le reste est important, bien sûr, que le Parlement ait des moyens, qu'il travaille avec la Cour des comptes, que les députés ne soient pas laissés dans l'indigence de matière grise pour leur travail d'expertise, d'imagination, de prospective. Tout ça, évidemment, est important. Mais et je rejoins Dominique, hein, l'important c'est diversité politique, renouvellement politique, comment attirer les meilleurs, comment avoir du souffle, comment laisser une part à l'imagination, comment... La porte d'entrée, pas éternellement, mais dans la décennie qui commence, elle est sur la commune et la communauté. Et je pense que s'il doit y avoir un consensus des républicains de terrain, il devrait être là-dessus. Le fait d'avoir un mandat qui expose directement dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, et le fait parallèlement de ne pas pouvoir exercer à temps plein une activité, le fait de ne pas avoir l'assurance du renouvellement du mandat, comme tout élu, fait que les gens se posent des questions et se dire s'investir. Tout à l'heure, Laurent Hénard parlait de la cible dans le dos, on l'a du jour où on est élu, cette cible dans le dos. Et quand vous êtes un élu de base, un élu d'une collectivité locale, eh bien dans votre ville, dans votre vie professionnelle, dans votre entreprise, qu'elle soit une usine, une école, un cabinet d'avocats, vous avez aussi cette marque qui vous suit, sans avoir pour autant la sécurité du devenir et de ce que feront de vous les électeurs, mais aussi, ça a été dit, la prégnance des partis politiques. Parce que là aussi, c'est aussi l'étape première, si on peut dire, alors peut-être pas dans les petites communes rurales, où là on a un mode de scrutin qui est différent, mais dans les petites et villes moyennes urbaines, j'allais dire, on passe sous les fourches codines d'abord du choix qui est fait. Et donc amener aussi vers ces structures aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, les gens qui sont à la fois des pères et des mères de famille, qui ont une profession, qui ont parfois un engagement associatif, c'est très compliqué de leur dire qu'il va falloir se délester d'une partie de sa vie pour s'engager au bénéfice des autres sans avoir aucune garantie ni aucune assurance. Donc ça, c'est un frein. Le deuxième frein, moi je dirais en même temps, hein, aujourd'hui, et sincèrement, c'est aussi un peu l'élitisme ambiant. Bien sûr, il faut rechercher les meilleurs. Mais comment faire s'engager des gens qui ont envie de servir les autres sans être pour autant passé par l'ENA, avoir fait Sciences Po ou autre. C'est-à-dire, moi je suis le cas de figure, je n'ai pas fait Sciences Po, j'ai des études de lettres, après j'ai fait des études d'ethnologue, et puis je me suis retrouvé un jour élu. Mais on a vraiment l'impression, effectivement, qu'on vient d'un autre monde, d'une autre planète, parce qu'on n'a pas le formatage tel qu'il est représenté aujourd'hui, et d'autant plus dans les médias, de ce que doit être l'homme politique. On parlait tout à l'heure du député-maire, effectivement, alors quand il est député-maire, ministre, c'est encore plus merveilleux. Et vous avez des gens dans des communes qui vous disent engagez-vous dans la vie politique, engagez-vous pour être conseiller municipal, mais moi j'ai jamais fait des grandes études comme ceux qui aujourd'hui sont nos référents politiques. Et je crois que un des enjeux du statut de l'élu, c'est de redorer le blason de la démocratie locale, de faire en sorte que l'on explique, et c'est un enjeu qui n'est pas de petite taille, que c'est à la base, beaucoup parlent de participation citoyenne, de participatif, mais à un moment donné, c'est leur redire l'importance de l'élu local, l'importance qui est donnée à ce mandat local. Quand on regarde au quotidien sur l'activité économique, 70% des investissements publics viennent des collectivités, donc de ces petits élus de base qui font tourner l'économie nationale, de ces investissements qui sont suivis, qui sont demandés par la population et accompagnés par les élus des collectivités. Ça, c'est aussi un élément qui doit être pris en compte dans la façon dont sont traités les élus. Et puis, je crois que ce qui a été évoqué, c'est aussi la responsabilité pénale de l'élu, qui aujourd'hui, je disais tout à l'heure à mon voisin, je dis quand on est député aujourd'hui, qu'est-ce qui pénalement vous engage, si ce n'est les propos que vous avez pu tenir à un média ou à un autre, mais rien. Le maire, voire même le conseiller, lorsqu'il est d'astreinte et qu'il a les pouvoirs du maire, dire qu'il a une responsabilité pénale aujourd'hui qui est engagée dans tous les actes qui sont les siens. Donc, quelle garantie là aussi? On a des assurances. J'allais dire, la responsabilité pénale, elle va au-delà de l'assurance, elle va aussi du statut de l'individu dans la société, dans sa profession, dans sa famille ou dans son quartier. Et ça, c'est aussi des éléments qui sont à prendre en compte pour redynamiser. Et puis, dernier point, moi je pense aussi, c'est, on parle beaucoup du cumul des mandats, c'est aussi à un moment donné se poser la question dans la durée.
du cumul de mandats. Parce que là aussi, il y a des générations qui finissent aussi par être sacrifiées par les partis politiques, d'attendre leur tour, jusqu'à ce qu'ils ne deviennent jamais, et qui progressivement abandonnent et le militantisme et l'engagement citoyen, en se disant c'est réservé à d'autres. Donc, je crois que ces problématiques-là aussi sont des problématiques qui méritent d'avoir une attention particulière de la part des parlementaires. De la même manière, moi je pense, et je suis content de la création du Haut Conseil des territoires, qu'à tout moment, les élus locaux doivent avoir aussi un droit d'interpellation, à un moment donné, un droit d'interpellation. Moi je me suis souvent accroché sympathiquement avec des amis et des collègues députés maires en leur disant mais à l'Assemblée, lorsque vous avez voté cette norme, est-ce que vous aviez oublié que vous étiez maire de la commune et qu'il fallait ensuite pouvoir l'appliquer? Aujourd'hui où on parle de cet empilement, de la simplification, d'un certain nombre de choses, donc là aussi je crois qu'il y a des sujets, des débats qui sont intéressants et qu'il ne faut pas qu'on considère qu'il y a deux niveaux d'élection, le niveau national et le niveau local. La complémentarité des deux doit aussi être prise en compte. Merci beaucoup. Peut-être certains d'entre vous ont des questions et bien entendu un micro passera dans la salle, vous pouvez lever la main. Je vous demanderai juste de vous présenter de manière audible pour la caméra afin que les personnes qui suivent le débat en direct puissent bien entendre votre présentation et votre question. Merci beaucoup. On a dépassé les 100 connexions. Juste un petit mot, on a dépassé donc les 100 connexions sur la web TV en direct. Oui, bonjour, je m'appelle Nicole Martin, je suis élue donc, sur une commune du Val-de-Marne. C'est mon deuxième mandat et je suis tout à fait d'accord avec effectivement tout ce qui a été dit sur réorganiser le statut de l'élu, etc., etc. Mais la question première que je pose, c'est en effet, parce que j'ai une expérience de 2 mandats, c'est dans le cadre de la démocratie représentative, il faudrait penser à comment organiser le recrutement des élus, des futurs élus. Parce qu'on voit bien dans les petites communes qu'effectivement on va être élu parce que ça fait bien, parce que ça... voilà, enfin bon, il y a des avantages au niveau peut-être d'une notoriété. On est élu parce qu'effectivement on est le copain ou la copine du maire. On est élu, on a envie d'être élu parce qu'effectivement on a sa grand-mère ou son oncle qui est inscrit sur le monument aux morts. Enfin bon, plein de choses. Et effectivement, donc c'est assez composite, mais pourquoi pas? Et là, on a, et je crois que c'est vous, M. Verlaine, qui posiez la question, effectivement, d'évaluer les compétences, mais pas au sens professoral ou au sens évaluation avec une note, mais c'est comment faire que tous ces élus qui composeront une équipe, parce qu'effectivement, moi, je suis dans une commune où il faut 33 membres. Et on sait que c'est difficile pour trouver 33 futurs élus, d'ailleurs pour 2014. Donc on est déjà en chasse de trouver donc des équipes. Et on s'aperçoit que les 4 premiers, c'est toujours les plus, excusez-moi, intelligents ou bien compétents ou déjà ciblés pour telle ou telle commission. Et puis comme il faut après faire un homme, une femme ou une femme, un homme, etc., eh ben on se retrouve, pardon de dire ça, voilà, avec les derniers, je suis assez pudique, donc je ne veux pas le dire, mais qu'il faut sortir, qu'il faut traîner, parce qu'il faut 33. Donc en fait, comment organiser, réorganiser une composition des équipes, enfin je ne sais pas comment, au niveau de la démocratie représentative. Pardon d'avoir été, mais j'aurais bien voulu dire des choses plus crûment, mais bon, écoutez, merci. Avant de prendre la deuxième question, alors Richard, comment vous faites pour recruter vos candidats dans votre conseil municipal? Non, mais ce qui est vrai, n'est-ce pas, c'est que quand vous êtes dans une unité humaine de 1000 ou 2000 personnes, le réseau de connaissances de chacun permet que, en gros, toutes les personnes susceptibles de participer à une assemblée locale sont à égalité de chance. Quand vous passez dans l'échelle des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, sauf à mettre une petite annonce. La légende raconte que c'est comme ça que Nixon est entré à la Chambre des représentants en 1946. Mais, sauf à mettre une petite annonce, vous cherchez parmi les gens que vous connaissez. Et en gros, dans mon expérience, me démultiplier, c'est le parti et les personnes actives dans des groupements, dans des activités collectives de la vie. Et après, vous dosez suivant
Et ce qui est très frappant, c'est que presque toujours, la liste, dans les statuts du Parti socialiste, on l'a fait voter à la fin. Mais la liste, en réalité, elle est composée par une personne. C'est-à-dire qu'on a un système qui est incroyablement présidentiel dans nos collectivités, en réalité. C'est-à-dire que ça repose, en réalité, sur la personne qui est en situation de leader, qui est à la fois, d'ailleurs, juridiquement le mandataire de la liste, et donc qui prend les décisions de dépôt de candidature, de fusion de liste, tout ce que vous voudrez, et qui, dans la vie pratique, dans la vie politique réelle, en réalité, compose la liste. Donc c'est beaucoup un fonctionnement en réseau. Alors, est-ce qu'on peut trouver mieux moi, je me pose parfois la question, parce que la marge de choix des électeurs est très faible. En même temps, l'expérience, là on vient d'avoir le débat aux États généraux, sur l'affaire à quel niveau de population fait-on baisser le seuil, sachant qu'on fera baisser, de l'application d'un système de liste bloquée, sans panachage. Et je m'étais mis un peu par hasard dans l'atelier qui parlait de ce sujet-là, on a eu pratiquement que des interventions de gens qui disaient il faut baisser le seuil très bas, parce que le panachage, il y en a ras-le-bol. Et ça correspond à une expérience que nous vivons. C'est que le raturage individuel des noms, faculté offerte aux électeurs, fait plutôt souffrir les gens qui sont les plus exposés par les responsabilités qu'ils prennent. Donc, de donner, ce qui est le cas par exemple de nos amis de la plupart des pays européens qui ont des systèmes purement proportionnels, complétés par un droit d'option à l'intérieur de la liste. Donc une partie de la campagne consiste à faire campagne en réalité contre ses copains pour être sûr qu'on aura plus de voix de préférence et qu'on sera moins raturé pour être dans les mieux élus de la liste. Je ne pousse pas tellement à ça, mais je reconnais que quand on est dans un milieu urbain, le nombre de gens à qui il est vraisemblable d'offrir une proposition d'être sur une liste ne correspond pas à la totalité de la population. Le point sur lequel je voudrais revenir d'un mot quand même, parce qu'on a forcément eu une approche un peu élitaire, c'est que la population des élus municipaux comporte énormément de gens qui sont dans des responsabilités professionnelles limitées, qui sont des gens qui sont techniciens, employés, qui ont des fonctions professionnelles subalternes. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour eux, mais la question de rémunération n'est pas une question clé. La question, par contre, d'avoir un minimum de liberté vis-à-vis de leur employeur est une question clé. Merci. Je crois que... Oui, je voulais dire un mot suite à la question qui vient d'être posée sur le recrutement des listes, la construction des listes, etc. J'ai rien à ajouter par rapport à ce que vient de dire Alain Richard. Moi, ce que je voudrais évoquer, c'est plutôt après, l'après. Je veux dire, une équipe municipale, et ça me paraît être vraiment la responsabilité du leader, ça. Elle est ce qu'elle est, il y a un groupe humain qui est là, de femmes et d'hommes, avec professionnels et culturels. Et à partir de là, on peut faire des choses extraordinaires si on s'en donne la peine. En termes de formation de l'équipe, en termes d'animation de cette équipe. Et ce sont parfois des femmes et des hommes ayant dans la vie professionnelle des responsabilités très limitées qui prennent une importance considérable dans, je dirais, le fonctionnement ensuite de l'équipe municipale. Avec des épanouissements personnels qui sont tout à fait extraordinaires. Et qui montre que beaucoup de femmes et d'hommes n'ont pas beaucoup de chance dans la vie professionnelle pour des raisons X, Y, et à travers l'engagement politique, ils peuvent retrouver, je dirais, une autre forme d'épanouissement, et à ce moment-là, ils s'éclatent, comme on dit vulgairement. Et ça, c'est vraiment la responsabilité. Alors, je crois qu'aujourd'hui, en matière de formation des élus, les dispositifs existent, me semble-t-il. Je ne suis pas sûr, bien sûr il y a le forum, mais je veux dire, en termes de liberté, d'horaire, de financement, etc., il me semble qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais vraiment, moi si je peux donner un conseil à ceux qui aujourd'hui sont en responsabilité, c'est considérer que cette fonction de management humain de l'équipe, c'est peut-être la première fonction à exercer pour un maire. C'est fondamental s'il veut réussir avec toute son équipe. Et là, à ce moment-là, il peut obtenir une espèce de renforcement de l'efficacité de son équipe absolument extraordinaire et voir apparaître des personnalités dont on ne se doutait pas au moment de l'élection. Merci beaucoup. Peut-être une deuxième question. Vous êtes adjoint maire de Colombes. Adjoint maire de Colombes. Il est toujours assez surprenant de voir critiquer assez fortement les partis politiques
pour des élus, quand même qui en sont originaires pour la plupart d'entre eux, et dont moi je ne méconnais pas du tout les limites des partis politiques. Mais en même temps, je pense que ça reste un outil indispensable, y compris pour désigner, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée de maire. Il est arrivé dans certaines villes où il y avait 2 candidats au poste de maire, par exemple, 3, et donc à un moment donné, il y a un collectif, alors il y a toujours des limites du collectif, mais il y a au moins un collectif, qui désigne la tête de liste pour être maire. Donc les partis politiques, moi je ne voudrais quand même pas qu'on dise on est prisonnier d'un parti. Effectivement, il y a des disciplines collectives. Alors quelle organisation on substituerait aux partis politiques si on estime que finalement on est prisonnier d'un parti à partir du moment où il joue un rôle important? La proportionnelle, cela dit, aggravant le rôle des partis politiques. Puisque de toute manière, ce qui se passe, et on l'a bien vu en 1993, à chaque fois pour les élections européennes, il vaut mieux être dans les couloirs d'un parti politique pour être sur une liste que distribuer des tracts dans une cité HLM. Donc, pour avoir vérifié, c'est de quoi je parle. Donc, ça fait quand même quelques années que je suis aussi moi-même dans un parti politique. Donc, je pense que les partis politiques restent un élément déterminant dans l'organisation de la vie sociale et de la vie politique. Cela dit, il y a des choses certainement à modifier. Je voudrais poser une question, parce que je suis un peu perplexe dans l'intervention de M. Perben, notamment vis-à-vis de l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Alors on nous explique, vous nous expliquez tout à l'heure qu'il ne fallait pas de mandat unique, parce que c'était malsain qu'un parlementaire, par exemple, soit coupé de la vie locale s'il n'a pas du tout de mandat. Et vous avez dit en même temps, dans la même intervention, que finalement c'était important qu'on garde un contact avec la vie professionnelle. J'aimerais que vous m'expliquiez comment on fait pour être parlementaire, avoir un accrochage local et avoir aussi un maintien dans la vie professionnelle. Merci. Donc, peut-être avant de répondre à cette question, je vais donner la parole à Laurent Hénard sur, finalement, vous êtes pas maire, comment vous avez été choisi dans votre équipe municipale et quel a été le rôle ou non du parti politique? Oui, moi je me suis retrouvé à la charnière des deux, c'est-à-dire j'étais à la fois militant politique, mais j'étais militant de base. Je suis entré sur la liste en 89, donc j'avais adhéré au Parti Radical en 88, quelques mois avant. Vous voyez, donc c'est pas ça qui était déterminant. Ce qui a joué, c'est la présence dans les associations étudiantes. J'étais étudiant à l'époque, et il y avait grosso modo 2 filières dans toutes les villes universitaires. Une filière des syndicats étudiants, et puis une filière, vous savez, des corpos et AG d'étudiants. J'avais monté la corpo de droit, j'étais le tenancier du bar et le chef des baptêmes de Faluche. Et ça m'a évidemment valu une entrée tonitruante sur la liste municipale. Voilà. Après, je suis d'accord avec vous sur les partis politiques, ils sont nécessaires, ils sont utiles. Au plan local, la nouveauté peut être de s'en passer. Il y a des listes qui arrivent contre des partis installés, ça arrive dans des villes moyennes, parfois dans des grandes villes. Et je pense qu'il ne faut pas, de toute façon, on n'échappera pas à cet article 4 de la Constitution. Je pense qu'en même temps, la plupart des listes essayent justement de dépasser le seul recrutement par parti. Voilà, j'en suis un peu un exemple. Je pense que j'aurais été simplement militant dans mon parti depuis 4 mois, j'aurais pas été sur la liste. Ce qui a joué, c'est la volonté de dire, bah, tiens, si il y a 45 000 étudiants, ça pourrait quand même être bien qu'il y ait 2-3 étudiants avec des responsabilités diverses qui intègrent la liste. Après, c'est vrai que moi j'ai continué un engagement politique, mais tout le monde n'est pas engagé. La première adjointe à Nancy, par exemple, n'a pas de carte, n'en veut pas pour autant opposée au parti politique, mais simplement elle est universitaire, elle est chef d'entreprise, elle ne s'intéresse qu'au mandat municipal, elle ne peut pas faire autre chose. Voilà. Et sur la liste, tout ça coexiste bien, d'ailleurs, c'est pas un débat le débat entre des gens qui sont des militants et qui donnent beaucoup de temps, et du temps utile, je ne dis pas le contraire, et des gens qui, eux, arrivent par leur quartier, leur métier, leur réseau associatif, professionnel ou syndicaux. Il n'y a pas de débat. Je terminerai par ce qu'a dit Dominique Perben, parce que je crois qu'il y a une animation de liste qui fait que globalement, les expériences se confrontent, les responsabilités peuvent se prendre. Certains le font sous un angle éclairé par leur culture politique et leurs idéaux, d'autres plus avec leur parcours personnel qu'ils amènent. Merci. Donc, pour répondre à... Dominique, comment tu peux être parlementaire, élu local, professionnel? Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas compris. J'ai cru comprendre deux questions. Je t'adresser tout de suite. La première, qu'on se comprenne bien sur le rôle des partis politiques par rapport au recrutement de la classe politique.
Bien entendu, les partis politiques sont absolument indispensables à la vie politique et personnellement, je n'ai exercé de fonction politique qu'en étant membre d'un parti politique. Je ne peux pas renier ce qui a été 30 ans de ma vie personnelle. Donc je ne conteste pas du tout cela. Je dis simplement que dans la problématique entre le fonctionnement du parti et l'autorité légitime qu'il exerce et le recrutement de la classe politique faite par ce parti, il est important que l'individu ne soit pas nu face au parti. L'individu acteur politique, il faut qu'il soit, je dirais, chargé de son implantation locale, de ses responsabilités dans les collectivités, de ses responsabilités associatives, etc. Et c'est cette problématique, cet aller-retour entre le mouvement politique auquel on appartient et puis ces femmes et ces hommes qui ont un rôle sur le terrain, qui est intéressante. Alors, il y a plusieurs formes d'équilibre. Dans les pays où la proportionnelle est, je dirais, le système politique assez général, le parti est plus fort et il distribue les rôles. Ça a été le cas longtemps en Italie, par exemple. Et il distribue les rôles en fonction de l'engagement partisan, de l'idée qu'on a de tel ou tel profil, de la personnalité que l'on croit pouvoir repérer en se disant tiens, celui-là, il peut avoir un rôle important dans l'avenir et donc on va le mettre en situation de. Et puis il y a l'autre extrême, les régimes où c'est pour l'essentiel des élections au scrutin uninominal, où là c'est beaucoup plus le rôle de la femme ou de l'homme politique, reconnu par le mouvement politique, qui lui alors va le récupérer, éventuellement lui faire la cour pour qu'il vienne dans le parti politique pour représenter les couleurs. Donc, il y a différentes formes d'équilibre possibles. Simplement, il faut bien comprendre que les modalités de définition du statut de l'élu local peut avoir un rôle, et en particulier, je dis, la règle sur le non-cumul peut renforcer le parti par rapport à l'individualité. S'agissant du parlementaire, je ne crois pas avoir dit qu'il fallait que les parlementaires cumulent et en plus exercent une activité professionnelle. Je crois avoir dit que s'agissant des mandats locaux, à partir d'un certain moment, et j'avais pris l'exemple de maire, président d'une communauté d'agglomération, on pouvait bien comprendre qu'il fallait passer au plein temps. Et dans mon esprit, s'agissant des parlementaires, il en est de même. Le maintien de l'activité professionnelle, elle est avant cette nécessité du plein temps. Il faut essayer de la rendre la plus pratique possible. Il faut qu'elle puisse fonctionner. Il faut que dans la réalité, ce soit praticable par la femme ou l'homme qui est dans cette situation, et qu'il ne passe pas son temps à courir après ses rendez-vous et à ne pas tenir le coup. Parce que finalement, moi j'ai connu ça dans les équipes municipales, certains au bout d'un mandat, ils en avaient ras-le-bol, ils arrêtaient, et ils venaient me dire, écoute, c'est super le travail qu'on fait avec toi, mais moi je ne peux plus, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, ou je vais divorcer, ou je vais foutre en l'air mon boulot, et donc je suis obligé d'arrêter. Alors que c'était des gens passionnés par ce qu'ils faisaient à la mairie, hein, mais ils ne pouvaient pas. Donc c'est ça qu'il faut qu'on améliore, parce que c'est souvent des gens intéressants qui laissent tomber, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Le mec, le cas typique, c'est le mec de 35 ans qui n'a pas encore assuré sa vie professionnelle, qui est encore à la vie familiale avec des enfants à la maison, et qui en plus a un engagement politique. Celui-là, je ne sais pas comment... Ouais, celui-là, c'est d'ailleurs le mec qu'on ne trouve pas. Hein. On les trouve aux plus jeunes ou plus âgés. Bon, cette tranche d'âge, on ne la trouve pas parce que c'est ingérable pour les... Voilà ce que j'ai voulu dire. C'est un âge auquel il déménage. Oui. Ou alors c'est le jeune de Sciences Po. Oui, mais c'est autre chose. Avec la filière... Ouais. La filière MJS, assistant parlementaire, chef de cabinet. Oui, j'ai dit, on était privilégiés. C'est pour ça qu'à la tribune. On était privilégiés, je l'ai dit. Hein. Jean-Claude Moin, délégué régional de France, adjoint maire de Clichy. Voilà, Clichy. Donc si on peut brouiller l'image, parce que je ne veux pas qu'on me reconnaisse par rapport à ce que je vais dire. Non, ça m'a fait sourire ce qu'a dit Alain Richard sur le choix. Moi, juste rapidement, la petite expérience. Moi, j'étais joueur d'échecs professionnel, donc pas du tout destiné à faire de la politique. J'étais encarté au Parti Socialiste et on m'a demandé d'être candidat en 2001. Pour faire plaisir à quelques militants, je l'ai fait, mais
je me suis dit, c'est pas possible, il ne faut pas que je sois sur la liste. Donc dans la fameuse commission pour désigner les candidats, je n'ai pas été très tendre avec ma famille politique. Bon, ça n'a pas du tout marché, parce que je me suis non seulement retrouvé sur la liste, bien placé, mais en plus directeur de campagne. Vous voyez, j'ai un peu échoué. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était le maire qui choisissait, bien évidemment, son équipe. Non, moi, ce que je voulais beaucoup plus sérieusement, moi, ce qui me, par rapport au manque de statut aujourd'hui pour l'élu local, ce qui me, on va dire un peu l'effet pervers, c'est qu'aujourd'hui, il y a des élus qui vivent de leurs indemnités et qui, du coup, sont complètement inféodés aux décisions du maire. Et s'ils ne sont pas d'accord avec lui, eh ben, malheureusement, ils sont obligés de suivre, parce que sinon, ils vont se faire retirer leur écharpe. Nous, on a vécu ça dans ma commune. Et donc, c'est un vrai problème, parce que du coup, on est prisonnier de décisions, et même si on n'est pas d'accord, on est obligé de suivre, et c'est un vrai problème. Parce que même si pour une raison X, je ne parle pas là forcément pour Clichy, hein, parce que j'ai aussi d'autres exemples ailleurs, on n'est pas d'accord avec une décision et qu'on a besoin de son indemnité pour vivre, on est obligé de voter une décision. Et ça, c'est pour moi un vrai problème. Hein, c'est pour moi un vrai problème. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et le championnat de France d'échecs est à Nancy l'année prochaine. C'est moi qui négocie avec André Rossino quand j'étais président de la fédération. Je m'occupais de vous. Est-ce que M. Richard voulait répondre? Non, c'est vrai. Non, je préfère que d'autres personnes s'expriment. Dans ce cas-là, je vais laisser la parole. Je crois que vous avez une question, et M. Bonsignor également, si vous voulez bien vous présenter. Oui, alors moi je suis maire d'une ville de pratiquement 16 000 habitants, du côté de Disney. Je cumule avec une fonction professionnelle, je suis chargé de mission des collectivités territoriales à l'UGAP, proche en tout cas de ce secteur. Non, mon témoignage il est plus que réaliste. Je bois vos paroles depuis tout à l'heure et je suis assez content qu'on ait enfin un vrai débat, je dirais, avec des gens sensés, intelligents et qui se préoccupent de l'élu local, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. L'élu local, pour moi, c'est quoi? C'est avant tout quelqu'un qui a des convictions et qui veut s'imprégner et défendre sa ville, tout simplement. Alors je peux comprendre la difficulté qu'on peut avoir pour recruter des gens dans tous les sens du terme, parce que la parité ne facilite pas aussi, il faut avouer des choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Parce que trouver des femmes qui aujourd'hui sont mamans, avec des enfants en bas âge, et la première chose qu'on me dit, parce que moi je suis maire depuis pratiquement 4 ans, j'ai 16 000 habitants à terre, et je suis dans une ville nouvelle, qui se développe, avec toutes les contraintes qu'on peut engendrer aujourd'hui dans une ville. Donc, évidemment, j'ai trouvé l'équipe, effectivement, il faut qu'on soit un leader, il faut qu'on soit, avant tout, le maire doit être un financier, un prof d'école, un urbaniste, un architecte, un sociologue, etc., etc. Bon, voilà. Moi, je pense qu'avant tout, il faut surtout avoir de la conviction. Par contre, je pense aussi que le temps passé, le problème du temps aussi, parce qu'il y a évidemment il y a l'activité professionnelle, il y a le temps passé. À chaque fois qu'on me demande, on me dit, mais pour être élu, il faut du temps. Oui, le temps. Mais je pense que le temps, il se gère. Le temps, il se gère aussi par la qualité des fonctionnaires territoriaux que vous avez autour de vous. Et ça, c'est important, on l'oublie. Moi, je suis dans une ville qui grandit. Pour vous dire, j'ai une ville qui avait à peu près à peine 3 000 habitants il y a 10 ans. J'en ai 10 000 aujourd'hui. J'en ai 16 000 en 2021. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose qui grandit. Les fonctionnaires territoriaux, les écoles, les ceci, les cela, etc. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de mettre un audit organisationnel, un audit financier, etc., etc. Et je me suis aperçu que d'avoir, et M. Perbel, je bois vos paroles à tout va, parce que je pense aussi qu'il faut s'entourer de gens, d'élus, qui sont assez, en tout cas, professionnels, engagés et autres, mais je pense que la qualité des fonctionnaires fait qu'on grandit les élus aussi. La formation, il y a des budgets pour ça, donc moi je pousse mes élus, évidemment, à faire de la formation à tout va, ça, je pense que c'est important, mais je pense que derrière, l'osmose et la réussite d'une belle ville et de l'engagement, que ce soit politique ou autre, parce que ce que je dis, les gens qui ne veulent pas s'engager politiquement, mais tout ce qu'on fait, on délibère au conseil municipal, c'est un acte politique, avant tout. C'est un acte politique. On décide pour une école, pour une maison de jeunesse ou autre, etc. C'est un acte politique. Mais aujourd'hui, l'osmose ne peut passer qu'avec la qualité de recrutement des fonctionnaires territoriaux et aussi, évidemment, d'élever, en tout cas, dans le débat, dans la compétence, les élus qui y sont. Moi,
Je vais vous dire une chose, je suis encarté de droite, j'ai une DGS de gauche, et je trouve que c'est la meilleure osmose qu'on puisse avoir dans une mairie, parce que chacun ne marche pas sur les plates-bandes des uns et des autres. Voilà, tout simplement. C'est le forum. Tout simplement, voilà. Donc je pense que c'est ça, et je pense qu'il faut qu'on arrive à grandir de tout ça. Je pense que l'élu local, effectivement, avec les intercos, c'est le devenir, évidemment, de tout ce qui peut être aujourd'hui des collectivités territoriales. Mais je pense aussi qu'il y a un effet pervers, et c'est là que je pourrais rebondir sur ma longue présentation, excusez-moi, mais j'ai l'occasion de parler. Mais je pense que le cumul des mandats ne pourra pas se régler tant qu'on n'aura pas réglé toutes les strates de mandats. C'est-à-dire il y a la superposition qu'il peut y avoir des syndicats mixtes avec les agglos, en tout cas le devenir des agglos demain, des interpôts de demain, etc., etc. Moi je dis malheureusement, je dis déjà, l'ensemble, la globalité des élus sont des gens qui sont convaincus, qui veulent s'investir dans leur ville, mais malheureusement, il y a des gens qui sont des chasseurs d'indemnités ou des revanchards de leur carrière professionnelle ratée. Voilà, tout simplement, je le dis haut et fort, mais il ne faut pas se leurrer, parce que c'est la vérité, c'est la réalité de tous les jours, et je pense aussi que, clairement, la superposition des syndicats mixtes avec les compétences des intercommunalités, aujourd'hui, est une vraie réalité, une vraie problématique qu'il faudra régler très vite, et qui pourra régler au moins certains cumuls des mandats sur le statut de l'élu local. Voilà, merci. Je crois qu'il y a encore une question à côté de vous, monsieur Bonsignor. Oui, bonjour, je suis Jean-Pascal Bonsignor. Moi, je suis conseiller municipal dans une commune de l'Essonne. Je suis conseiller d'opposition. Voilà, je souhaiterais que dans ce débat sur le statut de l'élu, cette question-là soit un jour abordée. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, parce que quand on intervient après d'autres, on aurait envie de réagir sur tout ce qu'on a entendu. Je suis assez séduit par les propos et les questions qui ont été posées. Je dirais simplement, moi, il y a trois choses, je dirais, qui engagent ma question. D'abord, l'engagement municipal, c'est une question, effectivement, de conviction. Et c'est aussi une question de conviction politique. Donc je suis heureux d'entendre dire qu'il ne faut pas diaboliser les partis. Ils sont nécessaires à la vie politique, mais ils sont aussi nécessaires parce que ce sont des organes dans lesquels les élus, pour ceux qui choisissent d'y être, peuvent avoir un endroit de réflexion sur le fond, des questions de fond qui ensuite se retranscrivent dans la décision locale. La deuxième raison d'un engagement, c'est une question, je dirais, de passion. Je crois qu'on a envie, à un moment donné, d'être acteur de la vie politique, et naturellement, c'est comme ça d'ailleurs que lorsqu'on constitue intelligemment une liste, et on le fait aussi lorsqu'on est dans l'opposition, effectivement, on va chercher un petit peu partout des acteurs de la vie locale, et c'est une question de passion. Donc on est passionné, on a envie, et puis la troisième raison, c'est aussi de considérer qu'à un moment donné, on est acteur de la démocratie dans notre pays, et que quelque part, ça nous permet, à l'aune de ce qu'on peut faire, même quand on est dans l'opposition, ça nous permet d'être un acteur, pardonnez-moi l'expression, actif. Sur la question du statut de l'élu d'opposition, c'est juste pour rebondir là-dessus, moi j'aimerais simplement entendre deux points de vue. D'abord, comment est-ce qu'on réglera cette question du statut d'opposition? D'abord dans les moyens financiers. Vous le savez toutes et tous, mais bon, le conseiller municipal d'opposition n'a aucune indemnité. Donc lorsqu'il téléphone, c'est sauf s'il peut téléphoner de son boulot, sinon c'est avec ses propres deniers. Lorsqu'il se déplace pour des réunions, c'est avec ses propres deniers. Bon. Mais au-delà de l'aspect financier, qui n'est pas un aspect négligeable, parce qu'on a des fois dans nos équipes des gens qui effectivement n'ont pas de boulot, donc un déplacement ça coûte. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'aspect, j'ai besoin, moi, quand je dis je parle d'un conseiller municipal d'opposition, il a besoin de se tenir au courant de ce qu'il ne peut pas savoir parce qu'il ne fait pas partie d'une majorité. Et donc, ces dépenses vont être démultipliées. Donc, quels moyens on va lui donner d'exercer ce mandat? Parce que je pense, et je ne crois pas que les maires et les élus ici me contrediront, on a besoin d'opposition dans une collectivité locale. Elle fait vivre aussi, et elle sert des fois un petit peu d'aiguillon à l'action des maires et des équipes dirigeantes. Et la deuxième question, je finirai là-dessus, c'est sur le statut, c'est au-delà de l'aspect financier,
la reconnaissance institutionnelle qui fait que, par exemple, un conseiller municipal d'opposition devrait pouvoir avoir le même écho auprès de la préfecture ou auprès d'autres institutions lorsqu'il pose des questions légitimes sur des dossiers de sa commune qui sont des dossiers sur lesquels l'interroge des populations qui ont voté pour lui, puisque le conseiller municipal d'opposition est aussi légitime. Et je dirais même en forme de boutade qu'un jour j'ai répondu à mon maire qui me disait « mais vous ne représentez que... enfin vous n'êtes que 6 à l'opposition ». Je lui dis « oui monsieur, mais nous avons fait tant pour cent, si vous divisez par 6, en nombre de voix, on a plus de voix chacun individuellement que vous, tout votre conseil ». Voilà, c'était une boutade bien entendu. Je crois que ces propos font écho auprès de M. Lavaux, puisqu'il est issu également de cette situation d'opposition. Oui, je partage la profonde injustice qui existe aujourd'hui entre les différentes oppositions, parce que, en fonction de la strate de la collectivité, moi j'ai été élu d'opposition au Conseil général, là il y a, je vais dire, une indemnité qui est prévue par les textes et qui est versée, et qui effectivement des dommages, des déplacements qui peuvent être opérés et qui ne sont pas dans le cadre d'une délégation du président ou du maire, mais qui contribuent à faire vivre la démocratie, le débat, la présence des élus locaux, parce que c'est aussi effectivement en ayant la présence de l'ensemble des élus locaux qu'on va donner plus de légitimité à l'action politique et à l'action publique. Là-dessus, je partage parfaitement. Après, effectivement, dans la façon de répartir au niveau d'une commune, c'est très compliqué, parce qu'en fonction de la strate, vous savez très bien que les enveloppes qui sont données ne sont pas énormes. Nous, en Angoulême, on a été un peu au-delà de la loi, on pourrait d'ailleurs, j'espère que les internautes ne vont pas nous dénoncer, mais l'opposition bénéficie de moyens humains et matériels. C'est-à-dire que, si je prends le comparatif, conseil municipal d'Angoulême, 43 élus, 33 élus majorité, 10 élus d'opposition qui ont aujourd'hui un attaché et une secrétaire, plus des moyens financiers d'enveloppe dédiés, donc ils peuvent téléphoner depuis la mairie, ils peuvent imprimer, y compris les tracts contre le maire, ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas surveillés, ils peuvent faire leur travail démocratique et d'opposition. Par contre, effectivement, le cabinet du maire d'Angoulême, il a au maximum 3 collaborateurs. Donc vous voyez un peu la différence qui peut exister là aussi dans les statuts et dans les conditions du CGCT, entre le maire d'une ville de 45 000 habitants qui a 3 collaborateurs, et qui, pour faire vivre sa démocratie, propose 2 collaborateurs et dégage 2 collaborateurs pour son opposition. Et là, c'est aussi toute la complexité un peu aujourd'hui des systèmes qui font qu'on doit avoir une simplification des moyens qui sont donnés. Et la démocratie, on est tous à un moment donné dans notre passage, enfin je le souhaite, dans l'opposition et dans la majorité, et donc que tous les élus puissent avoir des moyens reconnus pour travailler sans en être de leur denier propre, parce qu'on disait tout à l'heure, ils ont aussi des familles, ils ont aussi une vie sociale, et il faut assumer tout ça. Mais là où je suis parfaitement d'accord, c'est que l'engagement que l'on a, majorité ou opposition, c'est effectivement d'abord parce qu'on aime notre ville, et qu'à travers cet engagement pour la ville et pour le territoire, on veut développer le territoire, l'activité, tisser des liens, des solidarités. Je crois que c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui le nerf de la guerre. Mais convaincre aujourd'hui des gens qui sont dans la précarité, dans la difficulté personnelle, économique, de s'engager au service des autres, c'est aussi une complexité supplémentaire. Ce serait anormal qu'aujourd'hui, dans une société où il y a des gens qui sont éloignés de l'emploi, ces gens-là ne puissent pas être intégrés dans les listes municipales. Mais lorsqu'eux-mêmes sont confrontés, moi je l'ai eu dans mon conseil municipal, à une nécessité de formation longue à un moment donné. Moi j'ai un jeune qui a fait partie de ma liste, qui était au chômage, et qui a eu une formation longue pour avoir des permis poids lourds, et qui m'a dit je suis obligé de partir pendant 1 an, très très loin d'Angoulême. Je ne sais pas comment je vais pouvoir assurer mon mandat municipal. Je lui ai dit, écoute, on se débrouillera, on fera comme on peut, les copains vont t'épauler, d'autres vont prendre en charge les dossiers que tu as, et puis tu feras comme tu pourras, et nous, on t'aidera dans la mesure de nos moyens. Mais là, on n'a pas de reconnaissance non plus, j'allais dire, pour ces gens-là, effectivement. Et donc, c'est aussi ce qui permet d'avoir ce que disait tout à l'heure Dominique Perben, la vraie mixité sur nos listes municipales, qui doivent être représentatives de toutes les professions. Il ne faudrait pas qu'on ait une prééminence demain de retraités qui pourraient s'engager uniquement parce que derrière, ils ont effectivement déjà les moyens de pouvoir s'engager et de dégager du temps, puisque c'est leur temps qu'ils peuvent dégager au service des autres. Et je crois que tous ces éléments-là doivent faire partie aussi des réflexions futures, parce que, je disais en introduction, pour moi, sur la démocratie locale, il y a un vrai danger aujourd'hui. Il y a un vrai danger.
un vrai danger à ce que demain, dans des villes, y compris des villes moyennes, on ne soit pas en mesure de rassembler le nombre de candidats nécessaires pour pouvoir constituer des listes, avec des gens qui s'engagent dans la durée. Moi, j'ai vu aux dernières élections un parti politique aller dans la rue piétonne d'Angoulême, recruter des gens, faire signer des gens pour constituer une liste. C'est-à-dire qu'on en arrive à des choses comme ça. Où est la crédibilité d'action publique et d'action politique quand on en arrive là? Il faut à un moment donné qu'on ait cette considération et que l'on soit en mesure de rassurer les gens. On a peut-être trop de communes. Alors sur le cumul, pardon, moi je pense que, et ça c'est très personnel, hein, c'est très personnel, je pense qu'il faut commencer par le cumul des mandats avant de parler du cumul des fonctions. Le cumul des mandats dégagera obligatoirement des fonctions qui pourront être redistribuées. Donc les choses doivent être faites dans l'ordre. Moi je sais que d'ores et déjà, on me dit mais pourquoi est-ce qu'il cumule son mandat de maire et puis celui de président de l'agglomération? J'explique que ce n'est pas du tout dans la même configuration que de cumuler des mandats. On est sur des fonctions, effectivement, qui sont liées et qui ne sont pas toutes rémunérées. Le président de l'agglo, effectivement, il est l'indemnité, c'est prévu, mais quand vous êtes, de fait, comme je le suis, président du conseil de surveillance de votre hôpital, vous vous y intéressez, parce que quand même, la santé dans une ville, ça compte, et vous avez intérêt à être présent et à participer au débat, vous n'êtes pas indemnisé pour cette fonction. Donc vous pouvez avoir d'autres fonctions, effectivement, sur lesquelles l'impact est important sur le développement de votre territoire, mais pour lesquelles vous ne sollicitez pas et n'avez pas, de par les textes, d'indemnités qui vont vous aider. Mais c'est aussi chronophage, et ça ajoute, j'allais dire, un certain nombre de missions à celles qui vous étaient initialement dévolues. Donc voilà, c'est aussi toute la complexité aujourd'hui, effectivement, des strates qu'il faut revoir, des syndicats, parce que les syndicats, il y en a tenté plus, hein, même si récemment on a tenté de réharmoniser un peu tout ça, c'est pas pour autant qu'on y est véritablement arrivé encore. Il y a encore des reliquats, hein, quand on voit sur les syndicats autonomes d'électrification, ça fonctionne encore plutôt bien sur le territoire français, ces petites choses-là, hein, ça continue quand même à permettre à certains élus, là aussi, de vivre. Comme le disait Dominique Perben, on pourrait croire qu'il n'y a que les parlementaires qui sont écrétés. Non, il suffit d'exercer effectivement sur un tas de petits organismes pour pouvoir aussi bénéficier de cette écrétation. Merci. Je sais que plusieurs d'entre vous ont encore des questions. Malheureusement, nous sommes un peu limités par le temps. Nous pourrons échanger à la fin de la table ronde. Je vais laisser M. Richard nous donner quelques mots de conclusion. Oui, moi je voulais reprendre deux mots à propos de la question des conseillers d'opposition, parce que pour moi c'est un bon souvenir. C'est une loi de 82 qu'on avait âprement discutée au sein de la commission des lois de l'Assemblée. Et on avait évidemment des confrontations assez aiguës entre majorité et opposition à l'époque. Mais assez vite, on est rentré dans la discussion et sur la façon de faire marcher ce mode de scrutin. Et on n'a jamais touché depuis à travers, je ne sais plus combien, 5 ou 6 alternances. Donc le système du droit de représentation, qui n'existait pas avant, celui qui avait les 5, enfin, qui arrivait en tête au deuxième tour, y compris avec 40% des voix, avait la totalité du conseil municipal. Donc l'équilibre est celui-là, je crois qu'il est satisfaisant. La question d'indemnisation existe à mon avis. Pour ma part, enfin, aujourd'hui théoriquement, le conseiller municipal qui n'a pas de délégation n'a droit qu'à des remboursements de frais qui sont une charge bureaucratique, donc les gens ne les demandent pas. Je trouverais beaucoup mieux, y compris en enveloppe constante, puisque beaucoup d'entre nous le faisons, qu'il y ait une indemnité minimale qui soit en réalité une couverture de frais forfaitaires pour les conseillers municipaux, y compris à partir d'une population assez réduite. Et vous allez avoir une prérogative supplémentaire importante, puisque du fait de la réforme qui s'annonce, qui sera peu controversée, qui s'appliquera en 2014, les listes minoritaires auront le représentant dans les intercommunalités, qui est un sujet significatif. Et on a encore des sujets sur l'exercice effectif de leur droit à l'information ou leur droit à l'expression des conseillers municipaux minoritaires. Je crois vraiment que ce sont des cas limités. Et puis, le contrôle de l'égalité doit faire son travail. Il y a de la jurisprudence. Des cas dans lesquels les conseillers municipaux minoritaires à qui un maire refusait la communication de documents ou à qui il refusait l'exercice garanti par le texte de leur droit d'expression ont obtenu satisfaction. Donc les préfectures, enfin le contrôle de l'égalité,
il fait relativement attention. Donc il me semble qu'on est arrivé à un système assez équilibré, mais il y a la question en effet du coût de l'exercice du mandat qu'il faudrait régler. Pardonnez-moi, je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin. J'écoute encore une question, mais je préfère. Je vais passer la parole également à Dominique Perven qui a des engagements dans très peu de temps. Non, je crois que simplement peut-être deux mots de conclusion. Je pense qu'il serait intéressant qu'il y ait un toilettage du texte. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de projet de texte, mais je pense qu'il serait intéressant sous une forme, il appartient à la majorité de décider de cette forme, mais qu'il y ait effectivement une relecture de l'ensemble des textes qui fixe finalement le cadre d'exercice de la vie locale, y compris les droits d'opposition. Moi, j'insisterai beaucoup, s'agissant des droits d'opposition, sur l'information de l'opposition. Ça me paraît le point le plus important. C'est vrai que la loi de 82 était bonne, elle a permis beaucoup d'avancées, mais souvent à l'initiative, Bernard Angoulême a mis en place un dispositif. Lorsque j'étais maire de Chalon-sur-Saône, il y a bien longtemps maintenant, j'avais effectivement mis en place des locaux pour l'opposition, un secrétariat, des moyens, etc. Mais c'était purement volontaire, je crois, à l'époque, et moi, aucune loi nous... Bon, c'est le minimum, sinon ça ne peut pas fonctionner. Parce que c'est déjà pas marrant d'être dans l'opposition, parce qu'on regarde les choses se passer, on est un peu comme au cinéma, on regarde les gens faire. Bon, si en plus on n'est pas informé, on ne peut pas contrôler, c'est vraiment... Ça pose un vrai problème. Et ça crée un mode de fonctionnement démocratique qui n'est pas forcément très sain, qui devient caricatural à ce moment-là. C'est pas bon. Mais je pense qu'il y a vraiment nécessité d'une relecture des textes, et en particulier sur ce qui a été au cœur de notre discussion, c'est-à-dire comment rendre possible à des gens qui travaillent dans les entreprises privées d'exercer des mandats locaux. C'est ça le cœur du sujet, et ça, aujourd'hui, on n'a pas encore la bonne réponse. Merci beaucoup. Je vais demander également à Laurent Hénard d'apporter un mot de conclusion sur nos débats. Oui. D'un mot, je pense qu'effectivement, la réforme qu'a annoncée des collectivités locales, il faudrait qu'elle progresse sur assez peu de points, en fait, parce que ça a été dit, la formation des moyens des outils, il y a des systèmes de prévoyance qui ont été mis en place qui, quand même, une qualité réelle pour les élus locaux. Je pense que s'il y a un sujet sur lequel il y a un progrès à faire, c'est vraiment l'articulation vie professionnelle et exercice du mandat local. Et je crois que de ce point de vue-là, tout le monde a y gagné. Voilà. Des employeurs qui peut-être pour avoir un système un peu plus fluide, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, autorisation d'absence et crédit d'heure ne sont pas suffisants. Donc il y a forcément des effets de débordement, des effets de tension, de contradiction. Enfin, je pense que l'employeur, sur le long terme, sur la durée d'un mandat, il ne trouve pas forcément en qualité de collaboration de celui qui, par ailleurs, a un mandat local. Évidemment, la collectivité, le maire, le président de communauté, qui peut plus facilement mener son équipe. Et puis, globalement, la collectivité, ça permettrait de sortir un petit peu de ce débat où, à chaque fois qu'il y a un doute sur nos institutions, il faut qu'il y ait une charrette d'élus qui passe à la guillotine. Donc, on réduit le nombre de députés, on réduit le nombre d'élus locaux, sans trop regarder les conditions d'exercice, les responsabilités. Juste un mot en conclusion, c'est que peut-être les collectivités auront un gros effort à faire. Je le dis parce que je vois la CDCI fonctionner chez moi, par exemple, sur la simplification quand même, non pas de l'EPCI principal, mais de tout ce qui peut graviter autour, comme organisme dédié, alors qu'il s'agisse d'organismes de droit public, associatifs ou de nature privée. Et de ce point de vue-là, on a quand même, je crois, une densité qui doit permettre une réflexion, aboutissant à une simplification. Philippe Lavaux, sans doute aussi, quelques mots de conclusion. Quelques mots de conclusion. Moi, je retransmettrai peut-être que ceux qui ont assisté aux assises territoriales récemment organisées par le Sénat à la Sorbonne ont entendu ce témoignage poignant d'une jeune femme. Et je voudrais juste, en conclusion, transmettre ce témoignage. Elle nous disait, j'ai 35 ans, je suis mère de famille et je suis cadre commercial. Et puis mon maire m'a demandé d'être sur la liste et d'être sa première adjointe. Et puis il s'est présenté au conseil général, il m'a demandé d'être sa suppléante. Et puis malheureusement, il est décédé. Et aujourd'hui, je ne me pose pas de questions. Je ne me pose pas de questions parce que j'ai plus d'emploi. Je suis obligé, on m'a fait confiance, je me suis engagé. Et aujourd'hui, je suis maire et conseillère générale.
mais par contre, je n'ai plus d'emploi. Qu'est-ce que je fais? Je crois que ça résume bien le débat d'aujourd'hui. Ça résume bien le débat d'aujourd'hui, justement, sur la mixité, sur l'engagement, sur ce statut, cette protection en même temps que peuvent attendre les élus. Parce que c'est bien beau de dire on veut la parité, on veut des minorités, on veut la représentation de toutes les classes sociales, si à un moment donné, effectivement, il n'y a pas l'accès égal pour tous à ces fonctions électives et cette protection qui est due à tout un chacun. Je crois qu'effectivement, il y a la question des salariés du privé, c'était la question qui était évoquée par cette dame. Il y a aussi, je crois, la question des gens qui ont des vies de famille, et comment on organise et comment, là aussi, on protège la famille, on protège ses enfants, son épouse. Je crois que toutes ces questions-là se posent aussi dans le statut de l'élu et l'engagement. Et moi, je tenais, pour conclure, à remercier vraiment les organisateurs du forum d'avoir mis cette question à l'ordre du jour et d'avoir rassemblé ce panel d'invités qui nous a permis quand même d'aller poser des vraies questions. Je vais vous remercier d'être venu et de participer à ce débat. Je crois que c'est à partir de là que déjà chacun va rentrer chez soi ce soir et puis retransmettre un certain nombre de ces réflexions. Et je crois aussi qu'à partir de ce type de rencontre, de débat, eh bien, on peut faire progresser les choses parce que la démocratie mérite bien ça. Je crois qu'on est tous, quelles que soient nos couleurs politiques, convaincus que la démocratie est le moins mauvais des mots et des systèmes, et qu'il faut préserver ce système, et la démocratie nécessite qu'il y ait des élus, et donc donnons-nous les moyens de faire vivre cette démocratie. En tous les cas, merci. Je remercie évidemment Philippe Lavaux parce que la coprésidence au forum, dans un climat politique parfois un peu agité, ça a du bon, la coprésidence, ça se cultive, ça se pratique. Et on est très fiers de dire au forum régulièrement à nos présidents que vous avez pu entendre que les maires qui sont membres du forum perdent en général assez peu, à 6% de leurs élections, ce qui prouve que la co-gouvernance n'est pas une mauvaise chose, n'en déplaise à certains qui ont du mal actuellement à co-gouverner. Nous avons dépassé les 100 connexions, donc je voulais vous le signaler. Vous retrouverez bien sûr ce débat intégralement sur la Web TV en podcast, en historique. Et bien évidemment, nous profiterons des propos d'Alain Richard, qui a quelques responsabilités au Sénat et qui connaît bien le gouvernement actuel, pour faire passer le message qu'il y a encore un petit peu de flou sur le projet de loi et que peut-être, compte tenu de vos témoignages et de ceux de la ville d'Angoulême et des villes qui ont témoigné, il y a peut-être encore un peu de travail à faire pour améliorer ce statut de l'élu local. Voilà, les internautes, merci pour votre attention et à bientôt sur la Web TV du Forum. Merci.